à toutes et tous, qu'est-ce que vous écoutez ? Vous écoutez un podcast, et lequel ? Vous écoutez First Print, je crois, c'est votre podcast préféré sur l'actualité des comics et de leurs adaptations, et ça tombe bien puisqu'on parle d'actualité aujourd'hui avec ce nouveau numéro du Front Page. C'est d'ailleurs la première émission Front Page de 2021, alors on en profite une fois de plus pour vous souhaiter une excellente année avec l'ami Corentin. Salut. Ça va ? Oui, et toi ? Alors certes, on a fait une émission un peu spéciale sur nos attentes de 2021, mais là on est vraiment dans les émissions régulières. Et on va donc revenir 3 fois par mois pour faire le point un petit peu sur ce qui se passe dans cette industrie fabuleuse de la bande dessinée américaine, dans l'exportation en VF, et aussi tout ce qui se passe du côté des adaptations sur petit et grand écran, puisque en 2021, a priori, on va un petit peu retourner à la normale, alors toute proportion gardée, hein, bien entendu, on ne veut pas l'année. Voilà, pas toute l'année, on va bien voir, mais il y aura des films, des séries, donc ce sera aussi l'occasion d'en parler. Oui, merci, je suis content de... Et donc voilà. Et donc, avant, simplement pour ce premier front page, je voulais simplement faire un énorme big up à deux de nos tipeurs, Captcha et Gabi Gabo, qui nous ont fait un énorme soutien en ce début d'année. C'est très 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 généreux et gentil de votre part. Donc, vous méritez au minimum, ce gros big up dans nos émissions. Câlin virtuel. Ouais, méga câlin virtuel. Merci. Quoi vous rappeler également que le Tipeee restera ouvert toute l'année, et on espère atteindre le deuxième palier pour pouvoir ouvrir le WordPress en 2021. Croisons les doigts, ça peut-être arriver. D'ailleurs, ceux qui ont peut-être et qui ont été assez nombreux, je suis content, qui ont lu ma chronique MF Doom peuvent voir peut-être un petit peu à quoi on aimerait travailler quand on aura justement cette page WordPress pour des documents de fond qui ne seront pas forcément que sur la critique de BD, etc. Et si ça vous intéresse, il faut participer. Exactement. Eh bien, Corentin, après cette petite introduction, commençons tout de suite avec l'actualité des comics. On fait un premier tour par la VF. Alors, une sortie qui a été annoncée chez l'éditeur indépendant iComics qui s'appelle Shanghai Red. Shanghai Red, qu'est-ce que c'est ? Donc, c'est un titre qui nous arrive de chez Image Comics, qui a été sorti il y a quand même maintenant 2 bonnes années, et donc qui fait partie un petit peu des prochains titres indés à venir. C'est-à-dire que iComics, c'est grosso modo de la licence d'un côté, avec les Tortues Ninja principalement et Rick and Morty de l'autre, et de l'autre versant, tu as une sélection de titres indés plus pointus les uns que les autres, et souvent bien dénichés par notre cher Sullivan Rowe, puisque on rappelle que Bitterroot et Invisible Kingdom, entre autres, ont été nommés, sinon primés aux Eisner Awards. Skyward aussi, c'est une série qui a été nommée aux Eisner. Donc voilà, souvent des titres assez qualitatifs, et donc à voir si ce Shanghai Red fera partie un peu des nouveaux titres plébiscités lors de leur arrivée en VF, comme These Savage Shores cette année, qui a reçu un très très bon accueil de la part du lectorat. Donc Chris Sebela et Joshua Hickson qui nous parlent en fait de Red, donc une jeune femme qui, en fait, au XVIIIe siècle, a été, à la fin du XIXe siècle, a été enlevée de Portland pour être vendue comme esclave à Shanghai, et qui décide en fait de prendre un bateau pour faire le chemin inverse et aller se venger de celles et ceux qui l'ont mis dans cette situation-là. Un titre qui s'annonce plutôt violent, on parle quand même de grosse vengeance avec un contexte quand même historique qui ne sera pas, d'ailleurs, sans rappeler un peu The Savage Shores pour l'imagerie des navires et tout ça, de ces bateaux-là. Et voilà, titre avec une héroïne rebelle qui se venge. Là, on pense forcément à Skyward ou à Coyote dans ces titres-là qui mettent des personnages féminins en avant. Bref, le tampon iComics, en tout cas sur l'annonce, il apparaît assez clairement dessus. T'as vu un petit peu les planches et tout ça, ça a l'air plutôt sympathique. J'ai même lu un numéro. Alors oui, sympathique. Alors je suis pas encore... parce que du coup, je n'ai lu qu'un numéro. Il faudra voir comment ça rend une fois le trade en main, enfin le relié en main. L'album. Oui, c'est vrai, c'est comme ça qu'on dit en français. Tout à fait. L'album. L'album parlons français. L'album de bande dessinée. Oui. Alors effectivement, comme tu dis, c'est violent. Je ne sais pas si c'est vraiment la même philosophie que pour Skyward ou pour ses productions justement un peu girl power de Karen Berger. Là, c'est vraiment c'est du Kill Bill d'époque, on va dire, parce que c'est vraiment une héroïne très violente qui se pose pas de questions, il y a un propos sur la libération évidemment des esclaves.
et qui va effectivement juste défourailler a priori. Alors c'est court, ça dure que 5 numéros, a priori je crois qu'il n'y a pas de suite. Pas encore. Donc, c'est Non, vraiment, non, oui, non, c'est un, bah, ce sera, mais ça permet de vendre de toute façon quand tu le sors en France sous l'intitulé récit complet. c'est ça. Et ça permet d'avoir voilà, ce laïus marketing de dire il n'y a pas besoin il y a pas une suite, pas de C'est un début. standalone. Voilà, c'est un truc complet, vous avez l'histoire, tout ce qui se tient et tout ça. Donc allez-y, c'est un peu ce qu'aiment bien, ce qu'aiment bien les éditeurs parfois aussi, pour pas, parce que si on leur fait oui, mais alors il y a quelque chose après, je vais non, c'est bon. Calme-toi. Voilà, petit. c'est ça. Il y a juste un tome. Et donc là, en l'occurrence, voilà, ça se rapproche plus de ces films un peu de genre, justement. Alors, j'ai pas forcément envie de parler du Rape and Revenge, mais c'est plutôt du Slave and Revenge, en l'occurrence, qui est pas d'ailleurs un genre tout à fait inédit, hein, ça c'est déjà vu, tu penses à Django Unchained, par exemple, ou à ces conneries-là. Enfin, ces conneries-là, c'est génial, Django Unchained, le terme connerie, évidemment, veut juste dire ces trucs-là dans le l'argot parisien que je pratique couramment. Et surtout, c'est très joli, effectivement. C'est un dessin qui est tout en couleur, avec des nuances de mauve, de pastel et de rouge, évidemment, beaucoup de rouge pour le sang et aussi pour les éclairages. Donc ça a l'air prometteur. Maintenant, il faudra que je lise toute la série pour vous en dire du bien ou pas du bien, mais on est content entre guillemets de voir que AI continue de ramener des curiosités d'Image Comics, pas forcément que les noms les plus en vue, généralement trustés par Urban pour les Lemire et les Vaughan et compagnie. Pour Bitterroot, ça avait marché, pour Sylvie Savage Shore, ça avait marché aussi, même si c'était Vault en l'occurrence. Donc nous avons hâte de lire la suite. C'est pas Arnaud? Yes, ben, ça arrivera au mois d'avril prochain, donc on avait juste envie d'en parler pour signaler que ça existe et pour attirer votre attention là-dessus. Maintenant, vous avez votre petite, voilà, une petite alerte que vous pouvez mettre dans votre calendrier sur le printemps prochain. Et donc, ouais, on vous en reparlera très certainement à l'occasion d'un back issues. On continue avec de la VF, mais pour aborder autre chose, tout à fait autre chose. Là, on parle de super-héros, de gros super-héros, avec une réédition annoncée chez Panini Comics du Ultimate Spider-Man de Brian Michael Bendis et Mark Bagley, puisque du coup c'est la période Peter Parker qui précède l'avènement de Miles Morales, donc qui va revenir en fait, c'est pas inédit du tout, c'est une réédition en omnibus cet été. Et pourquoi c'est une nouvelle importante? Parce qu'en fait il faut savoir que la précédente édition, qui fait partie de leur collection Marvel Deluxe, donc qui est un peu du grand format, un peu luxueux et du coup un petit peu overpriced quand même, à 32€ le tome maintenant, alors que c'était 28 avant, ils ont quand même fait une augmentation assez Je suis très fan de ce format personnellement en plus. Donc, Non, ça dépend. C'est quand même du beau cartonné avec un papier plutôt supérieur. Donc après, c'est vraiment pour de la collection, quoi, surtout. Mais surtout, ce qui était le problème, c'était que c'était à peu près c'était la seule édition récente qui existait chez Panini, et qui n'étant pas réimprimée, en fait, était devenue sur les forums et sur Le Bon Coin la course folle aux spéculations, à se vendre à plus du double du prix ou du triple prix. Et c'est un peu chiant, puisque forcément il y a toujours des personnes mal intentionnées qui essaient d'en profiter, et c'est un peu chiant aussi parce que ça reste Ultimate Spider-Man, donc c'est une série de qualité et qui mérite d'être découverte. C'est l'une des meilleures séries Spider-Man. Voilà. Et donc bonne nouvelle de la voir revenir dans ce format omnibus, parce que entre temps Panini a aussi changé un petit peu son format omnibus, qui maintenant se cale sur les Deluxe. En fait, c'est la même taille et la même on va dire la même fab sur l'objet bouquin. Et donc ça veut dire que techniquement, s'il te manquait l'un ou l'autre tome et qu'il est intégré dans cette réédition omnibus, dans ta bibliothèque, tu n'auras pas de rupture forcément entre les formats. Ça reste important pour certains. Après, bien entendu, ça aurait été plus simple aussi de simplement réimprimer les tomes concernés pour que les gens n'aient pas à racheter des omnibus qui risquent de contenir des tomes que tu auras déjà eu. C'est le même tarot? Bah non, puisque du coup, alors, techniquement, l'omnibus, le tarif, c'est 70€. Un omnibus comprend l'équivalent de 3 tomes de luxe, donc techniquement, 3 x 32, tu vois, t'es à 96. Donc 70 versus 96, tu t'y retrouves. Ce sera forcément l'argument qui sera annoncé, qui sera mis c'est l'argument qui va être utilisé par l'éditeur. C'est un bon truc pour ceux qui sont sûrs de vouloir lire ce Ultimate Spider-Man, et qui n'ont pas déjà les Marvel Deluxe. Par contre, c'est sûr que pour ceux qui avaient déjà la précédente édition, le lot est à moitié plein ou à moitié vide, c'est comme tu le sens, mais c'est pas... Le lot est à moitié plein. Le verre d'eau. Oui, le verre d'eau. L'eau toute seule est rarement à moitié pleine. C'est vrai, c'est vrai. Mais j'invente mes propres expressions aussi, et je le fais si j'en ai envie, et si t'es pas d'accord, je t'emmerde. Oui, je sais. Effectivement, tu m'emmerdes. C'est comme ça que ça marche. Non, mais par contre, bonne nouvelle quand même alors. Pour le quoi, le format, la réédition? Ouais, pour que ça revienne. Tu veux que je parle de l'histoire peut-être? Aussi, tu peux. Éditoriaux. C'est vrai, Alors, c'est vrai. qu'est-ce qu'Ultimate Spider-Man, Arnaud? C'est vrai. Mais c'est quoi?
Alors, C'est pour un, ceux c'est- qui. Parce c'est un que, des premiers effectivement, Spider-Man que j'ai lu quand j'étais ado. Ouais. Ouais, mais j'ai même. Moi, si tu veux, je l'avais croisé, genre au carrefour de Vitry-sur-Seine. Voilà, Arthur Cournomy qui est T'avais fascinant comme croisé à chaque fois. Spider-Man au carrefour de Oui, Vitry-sur-Seine. tout à fait, il blaguait, voilà, Qu'est-ce comme qui. d'hab. Et c'est un- après, il a tiré une toile, il s'est envolé. Non, effectivement, j'avais croisé la première édition quand justement le premier Spider-Man était sorti, je crois, et j'étais tombé dessus parce que justement il y avait ces offres promo là. Mais effectivement, donc il faut se dire que contrairement à DC Comics, Marvel a rarement eu le temps ou l'occasion, on va dire, d'expérimenter avec ces espèces de relaunch vraiment de tout l'univers. Et à l'époque, effectivement, il s'était dit, peut-être justement parce que les films commençaient peu à peu à poindre, parce que c'était les années 90, que ce serait pas si mal de donner les clés d'un nouvel univers à des nouveaux scénaristes. Les deux principaux étant évidemment Brian Bendis et Mark Millar. Et c'est pas un hasard que ce soit justement ces deux mecs-là qui après ont fait l'histoire de l'univers Marvel dans les années 2000 avec Civil War et Secret Invasion, etc. Et en l'occurrence, Mark Millar écrivait les Ultimates, dont on vous a déjà parlé, et Brian Bendis avait récupéré Ultimate Spider-Man, un jeune Brian Bendis qui avait surtout fait des séries en indé de polar comme Torso et compagnie, ou Goldfish. Et c'était vraiment une belle démonstration de force de la part d'un mec qui a quand même un peu tout réinventé en amont des films, justement. Il y a même des idées qui ont été récupérées dans les films. Donc ça reprend l'histoire de Peter Parker dès les débuts. Sauf que là où en général l'heureux accident de l'araignée permet la création de Spider-Man, etc., là il va plus digérer ce qui a été fait dans le temps, notamment la relation entre Peter et Norman Osborn, qui va vraiment être un petit peu l'ingénieur, l'architecte de ce nouveau Spider-Man. Pareil avec MJ, ça va beaucoup plus vite parce qu'en général dans la continuité classique, MJ apparaît assez tard par rapport à l'apparition de Spidey. Là pour le coup elle est vraiment son amie d'enfance, sa meilleure amie, ils sortent ensemble très vite et compagnie. Différents personnages qui ont été réinventés, parfois assez mal, comme Gwen Stacy par exemple, et c'est vrai que moi je les relis en ce moment. Et typiquement, le style de Mark Bagley, c'est pas forcément ce qui vieillit le mieux. On est sur une fin des années 90, c'est assez chargé. Toutes les meufs sont skinny et avec des leggings qui montent bien les fesses, quoi. Voilà, tous les mecs sont carrés, même les scientifiques de 45 balais ont des gros pectoraux. Donc voilà, ça a ses défauts et ça a ses forces, mais c'est vraiment le départ d'une nouvelle saga Spider-Man qui est très complète, très généreuse et qui effectivement mène beaucoup plus tard à l'apparition de Miles Morales. Parce que c'est, entre guillemets, la saga Ultimate, c'est la vie et la mort de Peter Parker. Dans un truc qui est considéré effectivement comme l'un des meilleurs, avec le Straczynski, avec les vieux numéros de Stan Lee et Ditko. Et généreusement, on va dire que c'est justement un truc qui est très facile d'accès et très facile à lire, qui peut vous donner une vue d'ensemble assez comment dirais-je, globale sur le personnage de Spider-Man et son univers, et que pour tous ceux qui sont venus au fil du temps, qui ont découvert Miles avec Spider-Verse ou avec le jeu vidéo de Sony, ou qui peut-être même simplement se disent ce serait peut-être l'occasion de démarrer un peu Bendis par les débuts, c'est vraiment une super lecture, moi je la conseille carrément. Il y a des dialogues qui n'ont pas vieilli, il y a des références qui sont toujours aussi bien foutues. Donc voilà, après je sais pas si ça vaut 70 balles, mais quelque part si effectivement c'est plus avantageux que d'acheter les versions de luxe, go mec. Bah, la pagination est quand même du coup à 1000 pages et quelques, donc je trouve que Ouais, par mais ça, rapport au tu vois, prix, c'est ce que je disais tout à l'heure par rapport au côté. Moi, j'aime pas trop ces trucs-là parce que je trouve que les bouquins trop épais comme ça, en général, ça tombe des mains assez facilement déjà. Mhm. Ça t'écrase les cuisses, un peu chiant. Et puis tu sais, C'est pas non plus les omnibus de quand DC t'es au bout de 300 pages et qu'il t'en reste 700, t'es un peu en mode genre, bon, je le finirai demain et tu le finis pas, tu vois. Donc, tu veux qu'on parle de non. ton Sin City qui. Ouais, non, mais le Sin City est vraiment. C'est un 3000 pages, lui. Ouais, c'est ça, c'est ça. Non, celui-là, il est vraiment abusé. Et même, je t'avoue que les omnibus que j'ai, comme le Infinite Crisis, tout ça, sont effectivement assez costauds. Mais tu vois, j'ai aussi le run de Geoff Johns sur Green Lantern. En vrai, tu t'en sors, quoi. Bon, ça fait quand même 1400 non, pages je sais et bien, bien sûr. tu finis par t'en sortir. C'est vrai que c'est pas le plus pratique pour lire. Je les ai jamais lus. T'as l'impression de lire le bottin au bout d'un moment, quoi. Ouais, mais ouais, moi, bon, moi j'aime bien. Je trouve que enfin, c'est con, tu vois. C'est vrai que c'est jamais pratique, mais je trouve que l'omnibus c'est un format qui a une gueule, tu vois, dans une bibliothèque. Et c'est très superficiel. bibliothèque, oui. Voilà, non, mais c'est hyper superficiel comme remarque, tu vois. Mais non, mais là, T'as vu, il est bien gros, hein. Il prend de la Ouais. place. Non, mais là, en l'occurrence, c'est vrai que enfin, j'ai pas forcément envie d'adhérer à 200% avec l'argumentaire, avec l'argus de l'éditeur, tu vois. Mais c'est vrai que techniquement, par rapport à la pagination ou au prix que ça coûterait dans le format de luxe, Oui, c'est ça. c'est un oui, peu plus oui, avantageux. Après, c'est même plus par rapport à avantageux. l'édition VO. Hein. Oui, oui, mais après le truc c'est que c'est plus avantageux. Pourquoi? Mais parce que les Marvel Deluxe sont quand même excessivement chers, tu vois. Donc c'est kiff kiff. Et Ça par se tient. contre, c'est sûr que si te manquait juste le tome 8, parce que je sais que le tome 8 c'est un des albums qui est vraiment grave spéculé et que t'as tous les autres, c'est un petit peu relou de dire qu'il faudra acheter du coup enfin l'Omnibus 3 pour avoir juste le 8 dedans et que t'en as deux autres qui te servent à rien, tu vois. Donc c'est un peu C'est vrai. voilà.
Et oui. Donc à voir de toute façon si ça continuera comme ça pour combien de temps. A priori au moins tu as 4 volumes qui vont arriver pour avoir au moins tout le run Peter Parker, sachant que tu as l'omnibus déjà La mort de Peter Parker qui est à part, qui était sorti cette année, et à voir si le succès est au rendez-vous, s'ils continueront pour faire l'intégralité de la série Miles Morales ensuite, sachant que Miles Morales, comme dit, ces derniers temps il y a eu pas mal d'autres éditions qui permettent de l'avoir à plus bas prix, notamment le Marvel Next Gen dont on a parlé dans un récent Back Issues pour le Spider-Man and Mary Jane, qui permet d'avoir après qu'un petit format du coup. c'est un petit format, ouais, mais après tu veux lire ou pas, je veux dire, est-ce qu'un... Non, mais je suis d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas quand même la même expérience de lecture que, tu vois, pour le mec qui justement a toute la saga Omnibus sur Peter Parker, il passe après au Next Gen, tu vois, il se dit bon, c'est sûr, mais après ça dépend, est-ce que tu veux la collection, est-ce que tu veux lire vraiment, et si tu veux lire les débuts de Miles Morales, en Marvel Next Gen, c'est 11 numéros pour 10,95€, c'est quand même vachement plus abordable, même si c'est plus petit format et souple. Moi je dirais par contre, non, lisez tout, tu vois, quitte à lire Ultimate Spider-Man, autant tout lire. Ah oui, bien sûr. Non, mais il faut choisir aussi en fonction de son budget et de ses préférences de lecture. Et on vous rappellera aussi que si vous avez des bibliothèques chez vous, c'est peut-être pas idiot d'aller regarder si dans leur rayon comics, ils n'ont pas... De toute façon, on vous reparlera des indispensables Spider-Man quand un certain film sortira. Et pour moi, vraiment, ça fait partie des trucs qu'il est bon d'avoir lu si on aime le tisseur et si on n'a pas envie de se taper depuis le numéro 1 de Ditko ou prendre un run au hasard dans la continuité. Parce que là, vraiment, c'est un début, un milieu, une fin. C'est ce que moi j'aime justement dans les bandes dessinées de super-héros quand ça arrive. Et honnêtement, ouais, franchement, si vous avez la thune ou que vous voulez la faire offrir, essayez le premier omnibus et puis vous verrez si ça vous plaît, quoi. Ouais, ça démarrera au mois de juin prochain. Alors, si jamais vous avez votre anniversaire au mois de juin 2021, vous savez déjà quoi demander. D'ailleurs, j'ai mon anniversaire moi-même au mois de juin 2021. Non, c'était en janvier, c'était quelques jours. Non, c'est l'anniversaire, Arnaud. Non, ouais, effectivement, tu ne m'as rien offert. C'est pas comme si ça faisait quelques années que c'était pareil, mais tu me fais un truc, ce n'est pas grave. Bah oui. Ah bon? Oui, on en reparlera hors micro. On en reparlera hors micro. Allez, on continue justement. On parlait un petit peu d'augmentation de tarifs. C'est Urban Comics qui a annoncé faire une augmentation légère sur certains de ses albums en librairie. Alors c'est en fonction des catégories. C'est une augmentation de 50 centimes à 1 euro en fonction des différentes catégories. Donc, grosso modo, celle qui augmente le plus, du coup, c'est les albums de 208 à 232 pages qui passent de 19 à 20 euros et ceux de 304 à 356 qui passent de 28 à 29 euros. Sachant qu'effectivement, l'éditeur a précisé que ça faisait depuis que ça faisait 4 ans depuis 2017 qu'ils n'avaient pas augmenté leur prix en librairie. Ça avait été un peu le cas, par contre, sur l'offre kiosque, mais c'est un cas un petit peu différent puisque on vous le rappelle que les différents mensuels en fait ont été compilés dans un bimestriel qui est plus épais et qui a Alors Arnaud, toi qui es dans l'industrie, tu pourrais nous expliquer pourquoi? Il y a différents... Non, alors le pourquoi du comment, en tant que tel, je peux pas l'expliquer parce que je bosse pas chez eux et que techniquement, c'est l'éditeur qui décide de ses prix et que voilà, après c'est au lecteur de faire en fonction, puisque oui, pareil, ça me paraît pas non plus malhonnête, tu vois. Non, mais après là, ce qu'il faut bien. Après, ce qui est un petit peu vache sur le coup, c'est que c'est rétroactif, c'est-à-dire que tous les albums qui sont sortis, parce que c'est une augmentation qui a été acceptée, enfin décidée. Appliquée, merci, je cherchais mon mot, au 1er janvier 2021, mais elle est rétroactive sur tous les albums qui sont sortis avant. C'est-à-dire que si vous attendiez, par exemple, je ne sais pas le premier tome de Death Metal, soyons dingues, vous vouliez le lire. Non, attends, c'est pas réaliste du tout comme hypothèse. C'est vrai. Non, alors, mais il faut prendre, en fait, toutes les hypothèses ne marchent pas parce qu'il faudrait prendre un album qui spécifiquement rentre en compte dans cette catégorie. Donc là, je les ai pas de tête de mémoire, mais admettons que vous vouliez vous prendre un de ces albums qui coûtait 19 balles et que vous disiez je vais attendre juste la première semaine de janvier pour vous acheter, paf, vous aviez que 19 euros sur votre compte en banque et dans votre porte-monnaie. Vraiment, c'est vraiment une hypothèse incroyable. Et paf, ça coûte 20 euros, du coup, vous êtes foutu. Vous asseyez devant la librairie, vous mettez les cheveux en bataille, puis vous faites s'il vous plaît. C'est ça. Espérez qu'un mec sympa vous dépanne de 1 balle. Effectivement, vous pouvez lancer un... Ne riez pas de la mendicité, c'est très grave. Un GoFundMe aussi pour pouvoir acheter 1 euro, ouais. Tu mets un Ulule de 1 euro.
Non, mais après, voilà, moi, c'est juste, je pose la question sans esprit malveillant. C'est plutôt, est-ce que c'est une résultante de l'année qui vient de s'écouler qui a été Je pense assez difficile. je pense que c'est multifactoriel, clairement, ça, de toute façon. Ouais. Je pense qu'il y a effectivement l'année 2020 qui a été difficile pour tout le monde. Le fait que, de toute façon, les prix sont à la hausse, tant sur les coûts de fabrication que tout. Enfin, ça, alors, je suis pas dans le secret des dieux là-dessus, mais si tous les autres éditeurs, en fait, ont augmenté leurs tarifs depuis des années, ça a été le cas pour Bliss, ça a été le cas pour Panini, forcément. Ah bon Mais, bien entendu, c'est plus visible chez Panini parce que l'augmentation, elle est plus forte et qu'elle Ouais. est plus régulière. Plus régulière, Parce que c'est surtout, voilà, limite c'est... une fois, bon, d'accord, mais. Et c'est-à-dire qu'en fait, à l'heure actuelle, je veux dire que ce soit Delcourt, Urban, n'importe quel acteur du milieu, ils auront cet avantage factuel de pouvoir toujours dire ouais, mais on est toujours moins cher que Panini. Et ça, en soi, c'est après Ça doit être bien d'être le concurrent de Panini. Ouais, c'est la ça. meilleure excuse de la vie tout le temps. Ça a son avantage Là, là-dessus. tu les pas, quoi, regardez vois. Panini en face, tu vois. Non, mais Après, c'est cool parce que pour le coup, on se débarrasse enfin de la 50 centimes de truc. Il n'y a plus aucun tarif qui a 0,50 centimes. Ouais, mais Et ça je trouve ça cool, moi perso. oui et non, parce que l'avantage du 50 centimes, c'est que ça permet d'avoir toujours Oui, ce la valeur seuil faciale, psychologique, tu vois. Ça, c'est comme les 13,99 ou les etc. Bien sûr, ouais, mais ça marche. Jamais C'est cette, du marketing, cette mais ça tactique marche. du capitalisme de valeur frontale. Franchement, une télé à 399 euros, en fait, tu as payé 400 euros. Enfin, faut arrêter les conneries. Ouais. Voilà, c'était mon avis d'économiste sur ce point de vue. Puis de toute Non, façon, bah, écoute, de toute façon il faudra- générale, il y a l'inflation, quoi, hein. Tous les tarifs augmentent au 1er janvier, l'eau, le gaz, l'électricité, puis voilà, les albums de BD aussi, C'est vrai, j'ai envie de on va dire. finir très pauvre d'ici quelques années. Non, bah après, moi, ça me dérange pas plus que ça. En fait, ce qui me dérange le moins, c'est surtout que du coup, les gros bébés à 30 balles et 35 balles, qui sont parmi mes bouquins préférés chez Urban, restent à cette valeur faciale-là, parce que là, pour le coup, ils auraient pu peut-être augmenter, mais bon, comme on dit, hein, c'est toujours un peu pareil. Là, effectivement, il y a une année qui a été compliquée, il y a un marché qui grossit pas autant qu'on aimerait. Je trouve pas ça particulièrement scandaleux, donc effectivement, encore une fois, parce qu'on a le comparatif Panini en face. Et peut-être que justement la licence DC coûte moins cher que la licence Marvel. Peut-être. J'en sais rien. En France, en tout cas, je Non, pense. en fait, c'est pas tant. C'est vrai qu'on parle souvent du coût de la licence, mais c'est pas tant le coût de la licence en fait que ce que demande la maison mère en termes de gains. Et ça, on sait. Enfin, on le suppose très largement que si par exemple Delcourt a arrêté de bosser sur la licence Star Wars, c'est parce que il l'avait énoncé, il l'avait dit, c'est parce que en fait, il travaillait sur des produits où Disney leur demandait un tel rendement dessus, financier, que c'était plus possible, c'était plus avantageux. Et je pense que enfin, je sais qu'il y a notamment un artiste dont je tairai le nom parce que voilà, c'est du entre guillemets du secret, mais qui m'avait dit concernant la situation de Marvel aux États-Unis que Disney devait leur demander de rentrer une certaine quantité d'argent et que c'était pour ça en fait qu'ils font qui continuent de faire ces relances continues, c'est surtout ce nombre de variantes astronomiques pour certains numéros parce qu'il y a des impératifs économiques que leur demandent vraiment les mecs tout au-dessus. Tu veux dire que les grands groupes qui se rachètent entre eux, ce n'est pas une bonne chose? Peut-être. Waouh, espèce de marxiste. C'était incroyable quand même. Quelle analyse. T'as pas honte, non? Ouais, c'est incroyable. Non, mais que du coup, par rapport à Panini, tu peux très largement supposer que Disney ou Marvel US, du coup, demandent aussi un certain nombre de rentrées d'argent. Ouais, c'est probablement ça, ouais. Et du coup, vu que le lectorat est ce qu'il est, qu'il est pas assez qu'il est trop petit pour pouvoir générer par lui-même ce chiffre tout seul, il faut augmenter les prix pour. Après, il y a quand même une réalité vis-à-vis du coût des licences. Tu penses à la licence Power Rangers entre Hasbro et Boom Studio, qui a du coup effrayé Glénat entre guillemets par rapport à la rentabilité de chaque album sur le coût de la licence. Après ça l'a effrayé oui et non parce que ça ne l'aurait pas effrayé à ce point s'il y avait eu 15 000 personnes derrière pour soutenir le truc. France, c'est un ensemble, oui, mais ça reste toujours la problématique principale, c'est d'élargir ce lectorat parce que je suis désolé, ça peut intéresser plein d'autres gens que juste des gens comme nous. Offrez des BD. Voilà, donc oui, c'est ça. Offrez des BD, offrez des comics toute l'année, faites découvrir et puis on va essayer de trouver des moyens pour élargir ce lectorat vu que c'est un peu notre objectif avec First Print. Tu vois, nous aussi, pour l'instant, on est à 1300 abonnés. Sur Twitter par exemple, comme terme d'échantillon, on va dire juste de base d'écoute, je suis quasiment persuadé qu'il y a plus quand même que 1300 personnes qui peuvent être intéressées par ce dont on parle. Ouais, moi je connais des gens qui ne lisent pas de comics et qui nous écoutent, donc voilà. Donc l'idée c'est que voilà, il faut continuer aussi de notre côté aussi, on essaie de faire croître un peu ce podcast pour intéresser plus de gens aux comics, que à terme ça fasse vendre plus de comics, que à terme du coup il y ait tellement de lecteurs qu'en fait les éditeurs peuvent faire le choix inverse de diminuer leur prix et comme ça tout le monde est content et ensuite on fait une donc écoutez First Print pour sauver les comics s'il vous plaît. Et donc après on fera une grande farandole entre lecteurs et lectrices et le monde ira mieux.
Et on brûlera Darmanin sur un bûcher au milieu. Et ce sera vraiment trop cool. Pas que. Et pas que. Ça va être un grand bûcher là. Ça va un petit peu là. Bah dis donc Corentin quand même. Il y en a ou deux. La liberté d'expression, une ou deux tout même. ça. Voilà. Allez, on continue justement en termes d'expression, en termes de production. Il y en a un qui va nous faire grave plaisir en 2021. Si on avait eu cette annonce avant, on l'aurait sûrement mis dans les attentes de l'année, tellement ça s'enjaille très fort. C'est Jeff Lemire il est comme ça, tu vois. Jeff Lemire, il se prend son petit café un petit matin et il fait il dit je vais casser le game. je vais écrire une petite newsletter. Et sauf que c'est pas une newsletter juste pour dire ouais, bonne année, on vous fait des bisous, on espère que vous serez encore là pour lire mes comics cette année. Non, il est là comme ça, il fait oui, alors voilà, je vais faire Black Hammer Reborn. Il est canadien, il faut que tu fasses un accent canadien. Mais je sais pas faire l'accent canadien, l'accent québécois. C'est pas donc faire l'accent canadien. Oui, mais il parle pas comme ça. Ah oui, c'est vrai qu'il faut jamais dire à un Québécois qu'il est canadien, sinon bah non. il te tape. Non, mais ça a rien à voir. Bah c'est le même pays. Mais c'est une fédération, c'est le même pays. Oui, mais c'est pas du tout. Le Québec est au Canada. C'est pas la même région, c'est-à-dire que là, tu étais en train de dire que, par exemple, un Parisien aurait le même accent qu'un Alsacien. C'est pas du tout la même chose. Si, évidemment. Bah non. Du point de vue d'un Québécois, si, tu vois. Ah bah non, mais non, ça se reconnaît. Non, je suis pas d'accord du tout. C'est vrai que les Alsaciens disent vachement comme dit. Un Alsacien et un Marseillais n'ont pas du tout le même accent. Et ben là, c'est pareil. Du point de vue d'un Québécois. Monsieur, vous trollez. Enfin bref, c'est vrai, il écrit. Donc voilà, il est quand même en train d'écrire sa newsletter tranquille. Puis il fait ah ouais, en fait, il y a Black Hammer Reborn qui arrive là au printemps-été 2021. J'ai déjà écrit 12 numéros. Hein, voilà, c'est comme ça. Tu fais pardon. Il fait ah oui, d'ailleurs, il y a aussi un titre Madame Dragonfly, donc qui est donc un peu l'équivalent de Xanadu dans cet univers de complètement l'équivalent de Xanadu et puis de Elvira, de ces BD d'horreur justement de l'époque du Silver Age. Et il dit oui, d'ailleurs c'est Dean Ormston qui est le co-créateur de Black Hammer qui... Ouais. Ça c'est alsacien, tu vois, pour le coup. Ouais, c'est quoi ça? Ormston. Ouais, j'avoue, ça fait très yo, Dean Ormston. Il a écrit un comic book là sur Madame Dragonfly. Oh, moi je disais Ormston, tu vois. Yeah, Ormston. Mais peut-être je sais pas. Je sais pas. Non, effectivement, je t'avoue que là, clairement, il y a un background alsacien qui fait que je le prononce comme ça. Mais donc, Dean Ormston qui. Comment j'arrive pas du tout. Alors, Arnaud. Ah, ta gueule. Dean Ormston. Qu'est-ce qu'il va dessiner? Dragonfly. Quel enfer. Allez. Ouais, donc Dean, voilà, Dean tout court, hein, on va arrêter. Donc qui s'occupe de le dessiner. Un autre titre qui est inconnu, mais voilà, avec Tyler Crook au dessin. Donc voilà, tout ça pour explorer, ce point un petit peu mystique, un peu horrifique de Black Hammer. Donc, une nouvelle expansion, mais il a vraiment dit, vu qu'il avait développé pas mal, vraiment plein de spin-offs avec d'autres équipes créatives, là, il est vraiment à vouloir se recentrer en 2021 sur un titre principal qui sera quand même donc ce Black Hammer Reborn, où il va peut-être un peu aborder, ça lui permettra de continuer à parler de comics de façon générale avec ces reboots et relaunch. Je pense que ce sera clairement l'occasion de tacler un petit peu là-dessus. En tout cas, ultra cool, puisque déjà on savait qu'il y avait l'anthologie Black Hammer Visions aussi qui arrive ce printemps, donc triple dose de Black Hammer cette année. Déjà sur le principe, on est content. En plus, après, il fait oui, d'ailleurs, j'ai 2 nouveaux titres pour le DC Black Label qui arrivent aussi en préparation. Et sachant que les 2 derniers trucs qu'il a fait pour le Black Label, c'était Joker Killer Smile avec Andrea Sorrentino et The Question avec Dennis Cowan et Billy Sienkiewicz, qui sont 2 énormes titres, enfin 2 titres ultra qualitatifs. Tu te dis super cool, puisque a priori il y a pas forcément de raison pour que ça baisse en termes de qualité. Et là, tu dis, gros programme pour l'année quand même. Ensuite, il confirme le fait qu'il a un nouveau graphic novel qu'il écrit et dessine lui-même, qui pour l'instant s'appelle Maze Book. C'est le nom de code. Donc, j'ai chaud. Peut-être. Jeff Lemire au dessin, ça va faire plaisir. Ça. Ouais, donc peut-être The Maze, mais sinon Maze Book, pour l'instant, c'est. Tu veux dire Maze? Non, ça suffit, les blagues, monsieur. Donc là, tu fais, ok, de plus en plus lourd. Et puis là, c'est déjà un bon repas, tu vois. Là, et là, il te fait, ouais, mais en fait, j'ai aussi d'autres projets là. Alors, j'ai un truc qui s'appelle Project Jackknife avec Gabriel Valta. Donc le mec avec qui il a fait Sentiente. Walta. Mais parce que je dis ce que je veux, c'est bon. Ensuite, Project Pavement avec Dustin Nguyen, avec qui il a fait Ascender et Descender. D'ailleurs, Ascender qui se conclut cette année au 18e numéro. Ça fera, voilà. Donc ça fera 50 numéros en tout pour le diptyque Descender Ascender, c'était leur projet. Et ensuite, Project Bark avec Andrea Sorrentino de nouveau. Donc voilà, il va faire, il a trois prochains projets avec Walta, Nguyen et Sorrentino.
plus les Black Hammer, plus le Black Label, tu fais. Plus No Angels. Et j'ai envie de dire, mais fais-moi l'amour, l'émir, quoi. Franchement, c'est. Jeff, si tu nous écoutes. Ouais. Jean-François. Arnaud réside à Paris. C'est trop c'est le feu, quoi. Tu vois, c'est con. Mais en fait, le mec, vu que le mec est bon sur quasiment je sais pas, 90% de tout ce qu'il a produit, et en indé notamment, et Black Hammer, bah oui, enfin, il est toujours bon, tu vois. Il y a rien à acheter. Même les trucs les plus mauvais sont quand même bons, tu vois. Tu penses au Terrifix? Ouais, sauf les Terrifics. Mais Terrifics, c'était de la licence, tu vois, c'était du DC Canon, tu vois, c'était pas inintéressant sur le premier arc, après c'est parti en couille, mais ouais, même oui. son court passage dans les backups de The Inferior 5 où il dessinait, il écrivait sur une histoire sur Peacemaker, déjà juste ça, de le retrouver au dessin, c'était un vrai plaisir, quoi. Puis un Peacemaker justement plus gris, plus grimaçant et tout, c'était assez fort. Ouais, non, mais c'est vrai que The Terrific, ce sera un petit peu le contre-exemple, c'est l'exception qui vient confirmer la règle, qui fait que généralement, quand même, tant qu'on lui laisse les coups libres, Jeff Lemire, il est plutôt fort. Il est quand même très 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 fort. Donc là, quand il balance cette newsletter, tu fais what? Mais c'est Baker, Vaughn, tu vois, c'est les trio de tête. Donc est-ce qu'on se sauce de ouf là pour on est saucé. Je pense qu'on est saucé. Quelque part, justement, je trouve que limite les projets Black Hammer font un peu petit bras par rapport à toute cette espèce d'avalanche d'indé qui va nous balancer l'année prochaine. Mais attends, on sait pas encore. Je dis ça pour faire une hiérarchie du bien, on va dire, parce qu'effectivement tout a priori tout sera extraordinaire. Mais Jeff Lemire, de toute façon, c'est un mec qui s'est jamais vraiment arrêté de travailler. Chaque année, il balance la race de projet. Et pourtant, sache que dans sa newsletter, il dit au début que ouais, je vais me calmer, tu vois. Tu fais bah non, je vais faire 4 graphic novels, 3 séries. Alors techniquement, ouais, c'est peut-être se calmer un petit peu par rapport à ce qu'il faisait avant, mais ouais, malgré tout, enfin, genre le mec a une boulimie d'écriture. On ne sera jamais lassé du style Jeff Lemire, même sur Joker, Killer Smile, où on voit qu'il recycle un peu sa dynamique de la parentalité, etc., et de la famille un peu dysfonctionnelle. Même là, ça marche encore à fond. Sur Sweet Tooth, quand il revient, c'est toujours bien. Il a fait Sweet Tooth Return. Voilà, enfin, le mec, vraiment, pareil, franchement, The Question, je crois que ça va arriver en VF, je ne sais pas. Ouais, il l'avait annoncé. Honnêtement, ça... Alors c'est curieusement timé par rapport justement à tout le mouvement George Floyd et compagnie, parce que c'est la série commençait avant, et c'est pour poursuivre sa publication pendant justement l'affaire George Floyd. Il y avait peu de scénaristes qui ont pris des prises de parti aussi vénères que lui par rapport au racisme aux États-Unis, par rapport au racisme dans l'histoire des super-héros et tout. Et enfin c'était extraordinaire. Par exemple, j'en avais parlé sur TweetWee, parce que c'était pendant la courte période où on n'avait pas de tribune pour s'exprimer. À l'écrit. Honnêtement, oui, tout à fait. Donc honnêtement, ouais, enfin moi il y a rien qui m'intéresse pas dans ce qu'il a fait là. Et puis effectivement encore il va chez les mecs qu'il aime bien. Walta, on a vu Sentiente. Alors pour le coup Sentiente, tu vois, je dirais que c'est peut-être en bas de la pile, on va dire compte tenu par exemple des Black Hammer et des romans graphiques qu'il fait ici ou là. Sorrentino, voilà, enfin c'est son meilleur pote, ils bossent ensemble depuis des années. Tout ce qu'ils font ensemble marche hyper bien. Ils sont hyper symbiotiques dans le rapport entre dessin et scénario. Et puis voilà, enfin Tassin Nguyen, il n'y a plus rien à dire, quoi. Déjà Descender, c'était extraordinaire. Ascender, ça n'a pas démérité. Et là, limite, ce serait bien justement de les voir sur un nouvel univers, parce que quelque part, Ascender est un nouvel univers dans l'univers, mais ça reste une sorte de suite spirituelle. Donc j'ai très très hâte de voir ça. Et puis, que te dire, voilà, je suis content. Ouais, mais on est content. J'aimerais bien le revoir bosser avec Amy Lennox aussi quand il aura le temps. Parce qu'il avait fait Plutona avec elle qui était merveilleux, et Cthulhu Louise aussi. Ouais. Et voilà, c'est une nana avec qui il a pas collaboré depuis du coup 2 ans. Ce serait cool de. Voilà, tu m'écoutes, Jean-François. Allons-y. Tu sais que c'est Jeff, c'est juste Jeff. J'aime bien Jean-François. T'as envie de franciser le Jeff. En fait, j'ai jamais compris pourquoi des mecs qui s'appellent Jean-François, on les surnomme Jeff, tu vois. Parce que c'est JF, tu vois. Non, parce que c'est JF et du coup Jeff, quoi. Ouais, mais non, ça marche pas, moi. Je suis pas d'accord. Écoute, ne sois pas d'accord. Mais en tout cas, on est content, Arnaud. Ouais, on est ultra. Grosse année en indé. Saucé de ouf là-dessus. On fera les First Print Awards à la fin de l'année, il y aura que du Jeff Lemire. C'est ça. Dans toutes les catégories. Meilleur éditeur, Jeff Lemire aussi, on s'en fout. Voilà, allez, tout ça. Meilleur coloriste. Allez, on continue à parler un petit peu d'indé avec du super-héros et du Gundam mélangé entre les deux avec un titre qui s'appelle Project Patron. C'est de Steve Orlando, ça arrive chez Aftershock Comics. Et de quoi ça parle ? Ça parle un petit peu du patron qui était le super-héros vénéré sur Terre qui s'occupait de la défendre et qui a affronté son méga ennemi qui s'appelle The Ho, qui est donc une créature gigantesque, donc baston incroyable,
C'est retransmis en direct et tout ça, et paf, les deux a priori meurent dans un maelstrom d'explosion et tout ça. Et en fait, non, en fait, le patron, il est toujours là. Et depuis 30 ans, eh ben, il continue de protéger la Terre. Sauf que le twist de cette histoire, c'est qu'en fait, lors de cet affrontement, le patron, donc ce super-héros gigantesque, est mort, et que depuis, en fait, c'est une équipe en fait qui commande à distance qui pilote, pardon, en fait, une reproduction grandeur nature du patron. Donc en fait, le super-héros que tout le monde pense encore être en activité est en fait un robot qui a été fabriqué en secret par le gouvernement américain, et qui voilà est désormais chargé de protéger très content de protéger la Arnaud Terre. se frotte la cuisse au moment où il dit le gouvernement américain. Oui, donc voilà, donc mais ça suffit. Pardon, excuse-moi. Donc Patrick Piazzalunga qui sera au dessin là-dessus, avec Carlos Lopez aux couleurs. Ça sort Oui, chez ça a l'air joli, Aftershock. Ça a l'air plutôt joli au vu des premières planches qui nous ont été présentées. Ma foi, le concept est plutôt cool, quoi, non? Bah, c'est rigolo parce qu'on parlait il y a quelques temps par rapport à Big Girls et à Ultra, etc., et même Ultraman chez Marvel, du retour un petit peu progressif des monstres géants, des kaiju dans la fiction américaine, donc dans la BD américaine. Paradoxalement à ça, on a aussi quelque part un retour des robots géants avec... il faut que tu m'aides, Arnaud, cette série dont Giga. on voulait parler, qui est chez Volt, je crois. Ouais, c'est Giga. Giga, c'est ça, merci. Giga, tout à fait. Là, quelque part, c'est une sorte de croisement un peu hasardeux entre les deux. Ça me fait penser un petit peu à Cyborg Superman ou, comme je le disais, à Buffy. Pour ce côté, un robot qui prend la place du héros quand il est mort. Ça peut être intéressant. Orlando, il est plutôt en bonne forme chez Aftershock. Il a fait récemment le roman graphique Kiloman, qui était ultra beau et qui est une sorte de déclinaison un petit peu de Rocky en version LGBT, parce que Steve Orlando lui-même est un LGBT, enfin est un homme gay, je crois, qui a d'ailleurs fait le Midnighter et qui était vraiment extraordinaire quand il l'avait fait juste dans le suivi de la série Grayson. Donc c'est un mec qui est talentueux, mais parfois un petit peu occasionnellement moins bien, justement quand il est chez DC Comics pour faire des super-héros de commande moins intéressants. Son Wonder Woman était abominable. Enfin, ouais, chez DC, il a pas eu le meilleur parcours. Après, en Indé, Supergirl aussi, c'était pas ouf, quoi. Donc, Supergirl, c'était affreux. Mais en Indé, il a rarement démérité. Donc, moi, je suis quand même content. Et puis, justement, en tant que fan de genre, on va dire un peu bizarre comme ça peut me faire kiffer de voir effectivement un super ultra, méca super-héros. Ouais. Il faudra juste voir, du coup, qu'est-ce qu'il compte en faire en termes de propos, on va dire. Mais déjà, si ça peut être un bel hommage au truc un peu à la Evangelion et compagnie, ça peut être toujours rigolo, quoi. Ouais, c'est marrant parce que t'as vraiment effectivement cette vague un petit peu qui est de transformation un peu du registre super-héroïque avec des influences plus asiatiques, en fait. Japonais, qui se déverse un petit peu. Parce que t'as aussi, tu sais, t'as un titre qui s'appelle Radiant Black qui arrive, donc aussi un titre de super-héros qui est fait par Kyle Higgins, qui arrive aussi chez Image Comics et qui par contre a une iconographie franchement ultra Super Sentai, en fait, tu vois, franchement. Et moi je trouve ça plutôt intéressant de voir cet imaginaire se déporter comme ça. Mais quelque part c'est logique, je veux dire, la génération qui a grandi avec le Club Dorothée, l'équivalent américain du Club Dorothée dans les années 80, avec l'importation des premiers dessins animés, on va dire, de monstres géants, de robots géants, etc. Les créations de Gonagai et compagnie finissent par eux aussi arriver à des postes d'importance. On voit qu'Hollywood avait essayé sans grand succès de transformer ça avec les Pacific Rim, avec les films de Legendary sur les kaiju. Quelque part, la BD, ça prend moins de risques en termes financiers, donc c'est toujours plus facile pour eux d'importer ces idées-là. Et comme la fantasy, tu vois, pareil, qui a un vrai regain en ce moment dans les comics, on voit que des gros geeks passionnés des années 80-90 commencent vraiment à arriver au poste de commande, et c'est cool. Ouais, je trouve ça vraiment... Ouais, t'as l'air content, ouais. Bah ouais. Bah voilà. Grave content. Très bien. Et donc très curieux, donc ça arrivera aussi au printemps, donc il y aura quand même pas mal de titres à aborder. Mais j'insiste, si un éditeur français nous écoute, Kiloman, c'est vraiment bien. Voilà. Vas-y, redis-le encore une fois. Kiloman, c'est vraiment bien. Voilà. Kiloman, c'est. Donc c'est de qui? Donc c'est de Steve Orlando et. Alors l'artiste, ça va. Voilà. Et bah voilà, c'est loupé. Et je le me souviens plus. C'est loupé et il ne repart pas avec le panier garni. Oh, c'est dommage. Mais avec la PS5, je peux. Non, bah non, absolument pas non plus. Si t'as pas le panier garni, t'auras pas la PS5, Corentin. La PS5 est dans le panier garni, en fait. Non, elle n'y sera pas. On continue avec toujours du comics, mais surtout là de la VO et du Marvel, maintenant, parce qu'on a fini de parler d'indé. On va parler un peu de vrais comics maintenant, de vrais éditeurs avec des vrais projets ultra intéressants. Voilà, toute ironie mise à part, moi je suis plutôt intrigué par ce qu'a annoncé l'éditeur, parce qu'il est en train donc de faire un
peu ses premières annonces pour le mois d'avril prochain. Et il y a un titre Way of X qui arrivera, donc qui fera partie de la nouvelle ère des X-Men chez Jonathan Hickman. Donc on a eu d'abord Dawn of X qui a suivi. Alex Morgan. Voilà. Donc du coup la phrase n'a aucun sens, hein, mais Alec, donc voilà, qui a dessiné le roman graphique Kiloman. Voilà. Continue. Donc Way of X, je disais, qui est un titre qui intégrera Reign of X, qui est la troisième grande phase éditoriale des X-Men de Hickman, c'est-à-dire que grosso modo on a eu l'intro, c'était donc House of X, Powers of Ten. Ensuite on a eu la grande saga Dawn of X qui s'est allée sur, je crois, 2 ans. Ouais, quasiment 18 numéros pour les séries principales qui ont si on intègre le crossover X. Non mais justement, et après tu as eu cette rupture avec le gros crossover Cross of X, non, X of Swords, rien à voir. Voilà. Cross of X, c'est vraiment pour dire. Non, c'est troisième crossover. X of X, ce sera la fin de run de Hickman. X of Swords qui s'est achevé en VO tout récemment, et justement là pour démarrer la nouvelle année, c'est Reign of X qui est la nouvelle étape, vraiment pour dire bon voilà, les mutants se sont clashés, maintenant c'est à eux de régner réellement sur Terre, hein, ce qui avait quand même été un peu annoncé dans l'ambition dès les premiers numéros du X-Men de Jonathan Hickman. Rappelez-vous, pour ceux qui l'ont eu, le X-Men 4 avec un peu cette discussion avec les représentants de différents pays du monde et les représentants de Krakoa, où Magneto leur dit quand même clairement, les gars, on va vous dominer, mais on va même pas utiliser vos méthodes, on va pas vous faire la guerre, juste vous allez voir, on va vous dominer parce que c'est comme ça et pas autrement. Et là tu fais aïe 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 aïe, ce charisme incroyable. Bref, Way of X, qu'est-ce que c'est? C'est donc la série de Simon Spurrier, dit Cy Spurrier, et Bob Quinn qui arrive donc en avril chez Marvel. Tu veux dire Spurrier? Non, effectivement, je ne veux pas dire Spurrier. Je sais pas comment je dirais. Ça, je peux rire. Ouais, comme ça, ouais. Je pense que c'est comme ça que je le dirais si j'étais alsacien. Et grosso modo, de quoi ça parle? En fait, ça va mettre donc Nightcrawler, donc Diablo en VF, au centre des événements. Il va avoir sa propre petite équipe, puisque c'est un peu comme ça que ça fonctionne souvent. Les titres X-Men, c'est toujours des petites équipes distinctes. Donc avec lui, il y aura Dr. Nemesis, Pixie et Blink. Et de quoi ça parle? Ça parle en fait de certains mutants un petit peu renégats au sein même de la nation Krakoa. C'est-à-dire que en fait, plutôt que de prêter allégeance, si tu veux, à l'idéal de Xavier et de Magneto, enfin de l'intérêt mutant de façon générale, il s'en retourne un petit peu vers une entité mystérieuse qui s'appelle le Patchwork Man, donc on ne sait pas trop qui c'est à l'heure actuelle, et surtout qu'à priori, ça parle un peu de terrorisme intérieur, en fait, en tout cas de dissension interne dans la nation mutante, et que voilà, Nightcrawler va aller enquêter là-dessus et essayer de déjouer en fait les projets qui viennent menacer la nation de Krakoa, non pas de l'extérieur, parce que ça c'était les humains principalement qui le faisaient, avec les sentinelles et tout ça, ou alors que tu avais des mutants qui ne voulaient pas faire partie de Krakoa et qui du coup les attaquaient de l'extérieur. Mais là c'est vraiment le truc qui est en train de pourrir à l'intérieur même, quoi, qui menace donc tout cet équilibre qu'essayent de mettre les mutants en place. Et sur le principe, Cy Spurrier, quand même très très bon auteur, notamment récemment on lui devait un excellent run mais trop court sur Hellblazer, et voilà, en indé, et Koda. Voilà, il y a Koda qu'on essaie de vous replacer à chaque fois, puisque le forcing c'est un peu chausse-pied comme ça. Oui, je l'ai fait pour pas que tu aies à le faire tout seul. Effectivement, c'est très gentil de me soutenir, mais on vous rappelle que Koda chez Glénat c'est vraiment une excellente lecture. Et donc voilà, juste sur le principe, on savait quand ils ont annoncé Reign of X en tant qu'entité éditoriale que Cy Spurrier serait de la partie, puisque Cy Spurrier avait teasé sur ses réseaux sociaux en disant oh tiens, qu'est-ce que c'est que ça, bon, peut-être que j'en ferai partie, dis donc, de façon très subtile. Et donc aujourd'hui on connaît la nature de ce projet, une série avec Diablo en lead. Ma foi, Corentin, est-ce que tu es intrigué au moins? Parce que toi, pour te saucer sur les X-Men, c'est pas forcément aussi facile. Parce qu'effectivement, je vois il y a un peu du vide, tu vois, dans ton regard quand je te pose la question. Non, c'est pas ça. Et si on dit que tu sais que les yeux sont le miroir de l'âme, là, j'ai l'impression que t'as pas d'âme du coup. C'est le reflet de l'âme. Le reflet, ouais. C'est pas grave. Le miroir. Non, pareil. c'est les fenêtres de l'âme. Ouais, pareil. Mais je vois rien en tout cas. Voilà. Ni reflet, ni miroir, ni fenêtre. Ouais, non, mais c'est pas. C'est un peu triste quand même. Non, c'est pas ça. C'est au demeurant, si tu veux, ce que fait Hickman avec ses X-Men, je trouve ça très intéressant, très intriguant. C'est cool qu'il ait les moyens de se développer. Maintenant, c'est plus. En fait, ça m'évoque les premières séries de Dawn of X, tu vois, où pareil, t'avais Wolverine qui devait un petit peu rendre la justice pour les bas-fonds de Krakoa, où il y avait ce côté un petit peu les mutants qui étaient venus, mais qui traînaient un peu la patte, qui étaient encore un peu dans le grognement. T'avais aussi
C'était Hélion, je crois, où t'avais justement une petite faction de X-Men enfin de mutants un peu dissidents et qui voulaient encore un peu foutre la merde. J'ai l'impression qu'on avance finalement assez peu sur le statu quo de Krakoa en 18 numéros et que j'attends en fait justement un petit peu plus les prochains la prochaine étape, on va dire, plus que les séries d'à côté. Parce qu'il y a quand même beaucoup de séries d'à côté où il se passe des trucs qui sont très intéressants. Mais après Cross of Swords, je m'attendais, si tu veux, à une plus grosse révolte, une plus grosse révolution, on va dire, des idées. Que là, la série finalement a l'air assez, je dirais pas automatique ni inconséquente, mais peut-être juste Un peu trop indispensable. petite. Ouais. C'est ça, ouais. Enfin, ça a pas l'air d'être le truc Tu qui voulais va. un énorme truc, toi. Tu voulais. Ouais, mais je voulais un truc qui se fasse vraiment très inédit, tu vois. Je sais pas. Bon, après, j'ai pas d'idée, mais je suis pas scénariste, tu vois. Mais non, Ouais, mais t'as pas voilà. d'idée. Donc, excuse-moi, avant de critiquer, ben déjà, va écrire des comics, après tu critiqueras, Non, ok. non, moi j'écris des critiques, c'est le principe. Non, mais voilà, enfin, après, ça va sûrement être très bien, hein. Après, c'est vrai que j'ai pas forcément beaucoup d'acquaintance avec le personnage de Nightcrawler Non, non. par rapport à un Wolverine ou même à un Cable. Nightcrawler, je vois qu'il est très apprécié, mais j'ai jamais trop compris d'où vient ce. Donc, si vous voulez me dire dans les C'est commentaires. parce qu'il est allemand. Ouais, ça doit être ça, ouais. Comment, c'est quoi son nom déjà son nom civil? C'est pas Wolfgang, non? Ah, c'est peut-être Wolfgang. Non, c'est Non. Wolfgang? Non, Non, je sais c'est pas plus. Wolfgang. Tu dis n'importe quoi. Kurt? Non. Kurt, c'est ça, Kurt Wagner. Ah, mais ouais, c'est pour ça, j'avais Voilà, le d'où Wagner, voilà, Wolfgang, c'est ça. machin, tu vois. Ou peut-être pas Kurt Wagner d'ailleurs, sauf que je dis n'importe quoi. Non, mais oui, continue. Voilà, Donc, ok, t'as jamais compris. pendant que Arnaud cherche Diablo et du coup tombe sur le jeu vidéo de Blizzard sur Google. Ouais, c'est ça que Kurt. Voilà. Non, par contre, il avait une bête de scène dans X-Men 2, ça c'était cool. Mais après, je te dis, moi perso. Mais je suis pas aussi un très gros fan des X-Men, donc probablement qu'il y a des gens qui seront plus hypés que moi à part ça. En tout cas, de voir Spurrier continuer à bosser dans le super-héros malgré cette petite déconvenue chez DC, bah, c'est toujours une bonne nouvelle. Ouais. Voilà. Et donc, on va terminer avec des bonnes nouvelles aussi, un petit peu, puisque Scott Snyder a annoncé un Creator Round. Enfin, il l'a pas annoncé parce que ça fait longtemps qu'on sait qu'il voulait le faire, mais grosso modo, Scott Snyder vraiment va se concentrer sur ce début d'année après avoir mis le clou final à son death metal, qui était donc, on vous le rappelle, abominable. Mais terminé. Mais maintenant, c'est terminé. On peut oublier. Ça, c'est chouette quand même. Ça fait du bien. J'ai une petite larme aux yeux tellement ça fait du bien, tu vois, que ce soit terminé enfin cette merde. Qu'est-ce que je veux dire? Non, il avait confirmé qu'il allait se tenir à l'écart pour le moment des gros trucs de chez DC Comics, après avoir fait voilà, tout ce maelstrom qui a été Death Metal, mais parce que il veut se concentrer d'abord d'une part sur ses Creator Round avec Best Jacket Press. Donc notamment Noctera qui arrive en mars avec Tony S. Daniel, mais surtout Chain avec c'est Ariella Cristantina, voilà, qui a l'air vraiment, vraiment très très intriguant. Donc j'ai vraiment hâte d'avoir plus de nouvelles là-dessus. Puis il y a d'autres projets qui vont être annoncés, mais notamment il va faire du Creator Round avec Greg Capullo. Ça faisait longtemps qu'ils en parlaient de façon plus ou moins officielle, et donc là ils vont avoir le temps de s'y mettre. Donc vraiment plutôt content parce que Capullo, son dernier Creator Round, du coup, c'était Reborn avec Mark Millar, c'était pas fameux. Peut-être qu'avec Scott Snyder, si c'est Scott Snyder des bons jours à la Witches et American Vampire, ça pourra donner quelque chose d'intéressant, donc plutôt intrigué. Mais par contre, il n'oublie pas quand même DC Comics, puisqu'il a quand même deux projets C'est le jumeau maléfique de Jeff deux Lemire. autres gros projets. Ouais, non, mais a priori, voilà, j'imagine que maintenant, s'il veut faire du DC, Scott Snyder, maintenant qu'il a quand même tout fait, tout ce qui était possible, il a fait. Quelque part, il a fait son équivalent. Alors, ça se ressent pas du De tout Grant comme Morrison. ça. Non, mais l'équivalent d'Infinite Crisis avec Geoff Johns, tu vois, il a voulu faire ça. En fait, quand tu regardes Death Metal en termes d'omnibus, ça va faire un énorme truc, quoi, tu vois, et c'est un peu équivalent dans les conséquences à ce qu'a pu faire un Infinite Crisis, par exemple. Sauf que c'était mal fait pour le coup, tu vois. En tout cas, que c'était pas hyper bien raconté, mais voilà, on y reviendra dans un autre podcast parce qu'il faudra bien le faire à un moment ou à un autre, parce que là, on dit bah si, parce que c'est l'honnêteté intellectuelle. On n'arrête pas de dire que c'est nul depuis des mois. Il va falloir expliquer posément pourquoi c'était effectivement pas terrible. À part un seul numéro, vraiment, qui était coécrit du coup par Geoff Johns, qui pour le coup était meilleur que tout le reste de l'event. Enfin bref, on en reparlera. Mais ce qui est sûr, c'est que maintenant qu'il a à peu près fait tout ce qu'il y avait à faire, quand il dit qu'il a encore 2 autres projets, on imagine que c'est pas pour faire une série là avec Infinite Frontier, mais plutôt un Black Label, comme il a pu le faire avec Apollo pour le Last Night on Earth, qui était pas mauvais hein, pour l'occasion. Donc ma foi, je me dis, si ça lui permet de retrouver son mojo et de refaire juste du bon comic book à la Black Mirror, ou même la Cour des hiboux à l'époque, tu vois, et d'essayer d'avoir cette vibe, mais de la faire dans un truc d'auteur vraiment là.
fais ta mini-série en 3 Je numéros. sais pas s'il en est encore capable en fait. Ça fait quand même 10 piges, tu vois, depuis. Enfin, bientôt Bah, 10 piges. on en Depuis, parlait, tu sais, un les peu cours des hiboux. dans le dernier Back Issues, même avec Undiscovered Country, où tu retrouvais des stigmates de son écriture chez DC, mais en creator owned aussi. Bah, la Donc, beaufrie notamment, ouais. Mais moi, ouais, je c'est sais ce pas. que t'appelles la beaufrie, ouais. Bah, non, mais c'est pas. Enfin, C'est love, comment tu définis la beaufrie, toi? Parce que pour le coup, c'est pas tant que c'est beauf que c'est en fait, pour moi, c'est boursouflé, tu vois. quelque chose de vulgaire et de pas subtil, généralement, c'est beauf, tu vois. C'est pas juste. C'est pas forcément vulgaire, par contre, c'est clairement pas subtil, ouais. Enfin, franchement, death metal, c'est vulgaire. Death Metal, Metal, oui, c'est très vulgaire. Et c'est la vulgarité. tu aimes le Batman Nathan. Non, j'aime pas le Batman. J'aime rien de death metal, rien du tout. Poubelle. Ah là là. Mais non, après, comment dire, j'attendrai de voir la série en fait, parce que Capullo, c'est pareil. Je Ça, sais, c'est c'est pas une opinion très populaire en France, mais je suis vraiment pas. Enfin, de plus en plus, en fait, de moins en moins alors. j'associe non, de plus en plus. Le trait de Capullo en fait me rappelle justement tous les mauvais souvenirs que j'ai avec lui sur Batman. C'est-à-dire que quand ça a commencé, comme tout le monde, j'étais fan et je trouvais que c'était vraiment plutôt bien foutu, un bel ajout et compagnie. Et maintenant, en fait, je l'associe mentalement à Death of the Family, à Zero Year, à Endgame, à Death Metal. Et je suis désolé, je n'arrive plus à faire semblant. Ce trait commence vraiment à me révulser. J'en ai marre de voir toujours les personnages qui ont la même gueule. J'en ai marre de voir toujours les mêmes designs de vilains qui sortent des années 90. Mais après, voilà, tu vois, la raison pour laquelle je suis aussi inquiet, c'est que quand Scott Snyder il fait du Creator Own, il fait Noctera, il se met avec. Il faut que tu m'aides d'ailleurs là, Tony Daniel. Pareil, tu vois, c'est encore une fois un scénariste des années 90 qui est pas connu pour faire des designs ultra subtils ou ultra élégants ou de très bon goût, on va dire, si on n'est pas américain et si on n'aime pas justement ces imageries des années 90. Voilà, moi c'est plus ça en fait, j'ai l'impression que le mec a trouvé son style. Comme beaucoup de scénaristes, en fait, au bout d'un moment, tu finis par trouver le truc dans lequel tu t'épanouis le mieux. Et peut-être que pour Scott Snyder, bah, c'est justement ces séries un peu over the top, un peu bourrines, comme Sean Murphy. Tu vois, quelque part, Sean Murphy, il a fini par trouver sa forme finale dans cette espèce d'amour de la vie de la bagnole, dans cette espèce de truc vachement élancé, dans cette espèce de style qui justement maintenant lui colle à la peau, où tous les personnages féminins ont un peu la même gueule et tout. J'ai tendance à croire que quelque part, justement, ça y est, il est dans un truc qui lui plaît. Quelque part, tant mieux, et tant mieux pour ses lecteurs qui sont très nombreux, les lecteurs américains qui adorent son truc à lui. Mais voilà, même, je vais dire, j'attendrais que, si tu veux, qu'il aille chercher un peu ailleurs que Capullo. Je sais qu'ils s'adorent, je sais qu'ils sont justement ultra potes et compagnie, mais la raison pour laquelle on aime par exemple Witches, c'est aussi parce que c'était Jock. Et que Jock, il a un style qui justement est peut-être plus fin, peut-être plus subtil, peut-être plus léger, qui est plus dans l'évocation, qui va chercher justement à faire ces espèces d'effets de particules sur les cases qui vont donner un peu une autre ambiance et compagnie. L'ambiance Snyder Capullo, je la connais quelque part. Et elle me dit plus grand chose qui vaille, on va dire, au début de cette année 2021. Par contre, voilà, c'est cool pour lui, j'ai envie de dire, et c'est cool pour les artistes qui justement pourront se consacrer pleinement à un projet sans forcément avoir le tarif de la deadline ou de devoir croutonner chez DC pour gagner de l'argent. Peut-être que ce serait même un nouveau Capullo, hein, on sait pas. Capullo à une époque il avait effectivement un style plus varié, donc à voir. J'ai pas envie d'être trop pessimiste dessus, on va dire, mais c'est vrai que sortie de Death Metal, tu vois, justement, et puis même de The Undiscovered Country, je commence un peu à accepter l'idée que je ne suis plus fan de Scott Snyder et qu'il va bien falloir arriver à un moment donné où j'arrête de me mentir à moi-même en espérant qu'il redevienne le gars qui a fait la cour des hiboux, tu vois. Ouais. Bon, de toute façon, à voir, hein. Là, pour l'instant, c'était vraiment juste de l'effet d'annonce également, hein, comme pas mal d'autres choses. Mais c'est sûr que par rapport à leur carrière respective des dernières années, forcément, entre un effet d'annonce d'un Jeff Lemire et un effet d'annonce d'un Scott Snyder, bah voilà, ça... question de logique. Hein. Ça, ouais, voilà, c'est sûr. Ça c'est pas le même ressenti que tu peux avoir. Mais ça, par contre, je pense que c'est pas tout à fait anodin, tu vois. Enfin, mine de rien, Jeff Lemire, justement... Voilà, bon, il est canadien, ok, c'est la blague et compagnie, mais c'est vrai qu'il a un univers qui est justement pas aussi américain que beaucoup de ses collègues. Tu vois, Sweet Tooth, c'est un univers qui est une post-apocalypse glaciale, froide. Ses lectures sur Batman et le Joker, c'est rarement dans la posture, c'est toujours dans une recherche de quelque chose de différent, d'un peu d'inédit, un peu de nouveau. Je pense qu'il a une lecture qui est justement beaucoup moins américano-centrée, parce que Jeff Lemire, ce qu'il fait quand même, c'est de l'imagerie. Enfin, c'est super ricain, quoi, tu vois. C'est peut-être parce que lui, il est canadien. C'est ce que je viens de dire, oui. Ouais. J'ai commencé ma phrase par ça, en fait. Pardon, ouais. Écoutez. Donc, tu vois, quelque part, à mon avis, là, on assiste vraiment à un différentiel culturel qui est massif. Tu vois, les Américains, il y a des trucs qui leur parlent, qui nous parlent beaucoup moins, même si on a été élevés par les mêmes films et compagnie. Franchement, moi, le Batman Death Metal, je me dis que justement,
c'est un truc que nous autres Européens qui peut-être aimons la BD un peu plus élaborée, on n'arrive pas à comprendre. Non, mais c'est là en plus le truc c'est que quand tu dis ce genre de choses, c'est la porte ouverte pour te faire taper sur les doigts, te faire taxer d'intellectuel à la con ou d'élitiste machin. Quel intellectuel, je critique des comics pour vivre, hein. Je suis pas du tout un intellectuel, mec, hein. Non, mais dans le fait, quand tu dis que nous on préfère la BD élaborée, il y a des gens aussi qui en France aiment National Metal, mais ça dépend de ton affect avec ce genre. En fait, moi, ce qui me pose. Mais voilà. Non, mais il y a des codes culturels. Tu Ouais. vois, dans l'imagerie, par exemple, il y a des codes culturels. La lecture que posent, par exemple, les Anglais et les Américains sur le futur des Licassons, on en avait parlé pour Undiscovered Country. Tu vois, chez 2080, ça va être un truc qui est vraiment très critique de la société du présent, alors qu'Undiscovered Country a du mal à se situer entre l'amour des États-Unis et la haine des États-Unis, etc. Et je pense sincèrement que Snyder, en fait, il est très apprécié aux États-Unis. On le voit, hein, d'ailleurs. Rappelle-toi, pour Death Metal, on a vu plein de critiques positives qui, justement, trouvaient ce que nous, on voit comme des défauts, comme des trucs tout à fait normaux, tout à fait logiques dans une BD de super-héros, un divertissement. Tu vois, la notion de divertissement même, qui est très différente une fois que tu passes l'Atlantique. Et je pense que vraiment, à mon avis, le mec s'enferme dans ce côté, ouais, entertainment un peu bourrin. Alors après, Food Chain, j'ai vraiment des attentes pour le coup, mais Noctera, c'est pareil, tu vois, c'est vraiment un truc qui aurait pu être fait dans les années 90, à l'époque justement de la culture, on va dire, du futur un peu bresson, la culture du super-héros un peu ténébreux avec ses cornes partout. Après, et tout, peut-être le fait que ce soit Tony Daniel au dessin influence aussi le ressenti que tu peux avoir de cette série, que si c'était dessiné par quelqu'un d'autre, ça aurait. Mais lui, il fait le choix justement de prendre celui-là plutôt qu'un job qui, pour le coup, est britannique et effectivement pose un regard très différent sur les structures, sur les formes, les fuites et compagnie. Et j'aimerais bien ça, tu vois, qu'il a justement cherché un artiste qui échappe à ce style dans lequel il s'est, à mon avis, un peu trop vite enfermé. Albuquerque, tu vois, par exemple, justement, c'est un mec qui a d'autres influences artistiques. Et American Vampire, je trouve que ça passe beaucoup mieux, même le dernier volume, que justement ses énièmes collaborations avec Capullo, quoi. Mais ce n'est que mon avis, on fera un jour un débat dessus si tu veux. Parce que je crois que t'as pas envie d'en parler là. Mais... Non, d'accord. Pas du tout. Pas envie. Merci Arnaud. Pas envie de débattre. Non, mais c'est pour voilà, faut aussi avancer dans l'émission, hein, puisqu'on va pas. Alors, bien sûr que vous aurez très certainement des front pages de 3 heures un jour ou l'autre en 2021, mais pour l'instant, on essaie d'y aller doucement. Hein, doucement. On sait qu'on vous a bien garni sur la fin de l'année 2020, enfin depuis le lancement. Donc, essayons d'y aller un peu plus mollo pour que tout le monde puisse nous rattraper aussi. Et on va du coup passer pour cette raison à une toute petite partie télévisée où le commentaire sera un petit peu méchant. Et on s'en excuse d'avance. Ou on ne s'en excuse pas. Je sais même pas si je veux être méchant là-dessus, moi. Non, mais en fait, c'est pas une surprise. Enfin, grosso modo, la CW a annoncé l'abandon du projet de spin-off Green Arrow and the Canaries, qui était prévu un peu pour poursuivre l'univers principal Arrow après la fin de la série, donc conclusion avec sa 8e saison. En fait, ce qui a été fait, c'est que ce projet, donc, c'est un spin-off au féminin, grosso modo, où Green Arrow, le titre est repris par la fille de Oliver et de Félicité, qui est Mia Smoke, qui est jouée par Kate McNamara, et les Canaries, donc c'est Laurel Lance qui est jouée par Katy Cassidy, et Dinah Drake qui est jouée par Juliana Arcavy, qui était déjà parue dans la série que tout le monde connaît. Et ce qui s'était passé, c'était que dans la 8e saison d'Arrow, en fait, ils avaient présenté ce potentiel spin-off comme un backdoor pilot, c'est-à-dire qu'un épisode intégré dans la saison sert également de pilote pour le projet si jamais l'épisode en question est très bien apprécié. Comme à chaque fois, comme pour Flash. Voilà, ça avait été utilisé pour The Flash, effectivement. Ce sera utilisé pour le projet de spin-off Painkiller de Black Lightning. Batwoman aussi. Batwoman était mais après le projet avait déjà été commandé avant. Là par contre ils avaient juste ils s'étaient servi du crossover pour introduire le personnage. C'est vrai. Mais le projet avait été validé en amont. Alors que là c'était pas le cas, c'était un test. Et ce qui s'est passé, c'est que soit faute d'audience, soit ils se sont aperçus que le projet puait, je sais pas. Soit ils ont assez de séries comme ça déjà. Hein. Aussi, non, en vrai, personnellement, mon hypothèse principale, c'est que ils ont bien vu que juste faire un truc que vous avez déjà au féminin, ça ne suffit pas, et que surtout là, ils avaient quand même des personnages qui étaient déjà connus, et que en termes de réelle nouveauté par rapport à une série qui quand même s'est essorée sur 8 saisons avec Laurel, qui était présente depuis la saison 1, tu vois, c'est rien de neuf du tout. Je pense que avec la mise en route du projet Naomi, de Wonder Girl, même de Painkiller, en fait, ils sont vraiment sur des axes à la fois de réelle nouveauté en termes de personnages qu'on
n'a jamais vu avant. Voilà. Et surtout d'avoir aussi, je suis désolé, mais une meilleure diversité, puisque là, le projet, c'était quand même juste, c'était 3 nanas, certes, mais c'était 3 nanas blanches en l'occurrence. Donc, par rapport aux envies de diversité que la chaîne peut avoir, forcément, ça ne fait pas la comparaison avec Wonder Girl Yara Flor qui est sud-américaine et Naomi qui est noire américaine. Donc, Batwoman qui est noire américaine. Par ailleurs aussi, mais qui a déjà eu son projet. Mais ça, c'était pas forcément prévu à la base, tu vois. Parce que, Oui, non, je sais bien, non, mais je veux dire qu'ils ont fait le choix conscient une fois que Ruby Rose s'est barré de faire ça. Donc je pense que ce qui en fait, ils ont forcément mis l'accent sur l'un ou l'autre facteur. Je sais pas trop. À mon avis, ça les aurait pas dérangés d'avoir une équipe de nanas, puisqu'effectivement, c'est un truc qui. Ouais, mais là, ils peuvent le faire. Ils peuvent avoir, avec les séries qui arrivent, techniquement, ils peuvent très bien se faire une simili Justice League au féminin. Une série consacrée, parce que c'est vrai quand même que toutes les séries de super-héros CW finissent par devenir des séries d'équipe. Au départ, c'est toujours un héros, puis tous ces sidekicks qui commencent à avoir des pouvoirs ou un costume, peu importe s'ils ont des pouvoirs ou pas. Tu te rappelles quand Jimmy Olsen c'était Guardian? Non. Je te rappelle quand, comment il s'appelle là, Andy Deagle. John Deagle. Ouais. Il avait mis un masque aussi et il allait combattre, alors que le mec c'est juste un putain de garde du corps, quoi. Enfin, bref. Mais tu sais que John Deagle, je crois, il devient Green Lantern. Je sais. C'est pas grave. Voilà. Merci Jon Stewart, repose en paix. Mais tu vois, par exemple, je pense pas que ça les aurait dérangés de justement entretenir le copyright entre guillemets d'une série d'équipes de nana, puisque quelque part, aujourd'hui, il n'y a pas de film, même en développement, je crois, qui justement prend ce parti pris-là. Birds of Prey. C'est un truc qui a été. Oui, je suis con, il y a Birds of Prey, effectivement. Mais après, Birds of Prey, c'était la pour formation. Pour l'instant, la suite n'a pas été validée. Voilà, la formation de l'équipe, effectivement, c'était quand même Harley Quinn and the Birds of Prey, quand même. Mais ça pourrait être justement un truc qui collerait dans leur c'était Birds of Prey and the Fantabulous machin truc of Fantabulous Emancipation of Harley Quinn, oui. Voilà. Je sais, j'ai fait beaucoup de news dessus. Mais ce que je veux dire, c'est que grosso modo, tu finis par arriver sur une boucle où en fait tu dis, comme justement ils remplissent tous leurs engagements au niveau de la diversité, ils auraient pu s'autoriser ce truc-là. Par contre, la grille, à mon avis, elle commence à trouver sa limite. Il y a quand même Superman et Lois, il y a quand même Stargirl, il y a quand même Batwoman, il y a plein de projets, il y a ceux qui continuent encore à être diffusés. Et je pense aussi, c'est la vétusté de la série Arrow, quoi. Comme tu dis, ça fait 8 putains de balais. Les personnages qui sont dedans, ils sont pas totalement inédits. Ils veulent créer une sorte de phase 2 ou 3 de leur univers à eux avec plein de nouveaux personnages. Painkiller en est un, même s'il est là depuis les débuts de Black Lightning, il n'a jamais eu l'occasion de briller en héros, parce qu'au départ c'est un vilain. La série Batwoman, elle repart à zéro en un sens. Enfin, c'est une nouvelle origin story en tout cas a priori. La série Stargirl est encore assez récente. Superman et Lois, certes c'est un spin-off, mais on les a quasiment pas vus dans Supergirl. Donc non, moi je pense que vraiment c'est juste ça. S'ils veulent créer un nouvel environnement, et peut-être aussi, parce que je sais pas si les séries s'améliorent ou pas, mais j'ai l'impression qu'ils retiennent un petit peu des erreurs qu'ils ont fait au début de... Enfin, ce que moi je considère pas comme des erreurs, je considère que c'était les bonnes choses, mais au début de Arrow, par exemple, le côté le héros bresson qui tue des gens, qui est vraiment individuel au centré, et pas forcément encore en équipe et tout. À l'époque, ils devaient se dire pourquoi on a fait ça, on est complètement con, alors que ce que les gens aiment bien, c'est avoir 40 personnages à la fois dans chaque épisode, etc. Et en définitive, tu vois, ça c'est oublié, et donc je pense qu'ils foutent Arrow à la poubelle, en fait, bêtement et simplement. Ouais. Ça me paraît juste aussi simple que ça. Après, j'ai pas suivi la série jusqu'au bout, donc je me rends pas compte à quel point les personnages, ces canaries-là étaient populaires ou pas. J'ai un peu du mal à. J'ai pas l'impression que Katie Cassidy a été ultra populaire tout du long. Après, la Team Arrow, elle a ses fans en France en fait, et ils sont assez sonores, donc c'est compliqué de vraiment évaluer le. Mais je pense par rapport aux audiences de Arrow, c'était même pas forcément logique, parce que la série, ils l'ont vraiment érodé, quoi. Au bout d'un moment, c'était 1 million de spectateurs. Ouais, faudrait. En fait, c'est vrai que j'aurais pu aller vérifier avant de voir juste si cet épisode en question sur les Canaries a suscité un pic d'intérêt plus ou moins grand par rapport au reste de la saison. Et si ce n'est pas le cas, ce sera assez logique que ce soit aussi ça qui est simplement. Et puis Star City, on l'a déjà assez vu, quoi. Il est temps de passer un peu à la suite. De passer à la suite. Et du coup, on va aussi passer à la suite dans le podcast. Voilà, on l'avait dit, c'était une toute petite partie de série télé parce qu'il n'y a pas eu grand chose pour l'instant. Le seul truc qui arrive là, vraiment, c'est Vendavision et qui arrive cette semaine. Et du coup, ce sera le gros moment de discussion dans les semaines qui vont venir. Et du coup, on passe du côté du grand écran, enfin du plus ou moins grand écran. Alors la première actu, c'est juste pour dire que le second film animé de DC qui arrivera cette année, ce sera donc Justice Society World War II.
qui s'est présenté avec une première image. Avec nouvelle structure de design, on va dire. Bah non, en fait, c'est le même design pour moi qui a été utilisé pour Superman Man of Metropolis. Regarde, avec le trait plus épais sur les contours. Ouais. Tu vois, moi, je pensais plutôt au dessin sur les visages qui, justement, change un petit peu de la Batman American manga qui était quand même encore un peu là. Là, par contre, oui, c'est différent, mais par contre, Superman Man of Metropolis, il me semble que c'est de mémoire, c'est vraiment exactement la Man of Tomorrow d'ailleurs. Oui, pour l'espace colorimétrique et les contours, oui, mais après. Ils vont pas tout changer du jour au lendemain, quoi. C'est déjà bien d'avoir un début de quelque chose de différent, et puis en plus c'est une Terre parallèle, si j'ai bien compris. Enfin, c'est Terre 2, quoi, grosso modo. Bah, ça t'emmène, en tout cas, ça t'emmène dans la... C'est encore un petit peu différent quand même, en fait, non? Bah, Là, on compare juste et tout, c'est un peu moins réaliste encore, tu vois, c'est encore plus simplifié. Mais moi, ça pourrait m'aller, je pense. Faudra voir l'animation, mais effectivement, au moins, ils font cet effort. Donc là, effectivement, on voit Wonder Woman, Jay Garrick, Hawkman, Hourman et Black Canary, donc effectivement des héros de Terre 2 a priori, pour une histoire qui se passera donc pendant la Seconde Guerre mondiale. J'ai bien tout compris. Hein, oui, c'est un projet de Justice Society. D'ailleurs, je crois que c'est même la première fois qu'on va vraiment avoir un film sur la Justice Society en animation. Mais sans Superman. Et alors, sur Terre 2, oui ou non, c'est sûr, si tu pars par rapport à l'origine des comics où on t'expliquait finalement que la Terre du Golden Age, c'était la Terre 2. C'est ça, voilà, cette lecture-là de Terre 2, on va dire. Et c'est bien parce que ça correspond effectivement à un autre archétype de DC Comics qui est d'avoir effectivement une Terre dans laquelle... alors c'est pas vraiment l'homme dans le château, c'est plus vraiment une terre où en fait c'est tout le temps la Seconde Guerre mondiale. Il y a eu plein de séries là-dessus avec les Freedom Fighters, avec Plastic Man. Il y a la Terre Multiversity effectivement de Terre X. Et c'est un thème qui revient effectivement assez régulièrement, le combat des super-héros contre les nazis pendant la guerre, etc., qui est généralement l'objet de bonnes choses. Dans le dessin animé de Justice League, il y avait ça aussi, où tu avais Vandal Savage qui revenait en arrière pour prendre la place de Hitler. Incroyable arc d'épisode, de mes yeux justement de fan de Dieselpunk et de Wolfenstein, c'était extraordinaire. Donc pourquoi pas, effectivement. Et puis surtout c'est encore une fois le dessin qui évolue un peu, et petit à petit on voit qu'ils arrivent pièce par pièce à casser leur diktat du American manga animé en flash dégueu. Ouais, ça c'était... Soul of the Dragon, c'est un début de quelque chose, mais je trouve que c'est encore trop proche au niveau de l'appareillage général. La musique a l'air de changer un peu, la construction rythmique probablement sera un peu différente, et puis au moins le scénario part sur une proposition de genre, pardon. Man of Metropolis allait aussi un petit peu vers un truc différent. Donc Man of Tomorrow. Superman of Metropolis, c'est dans Future State. Mais je suis encore un petit peu dans Body Fatuation Lewis. Mais donc voilà, il faut voir ce que ça va donner. Même si je pense qu'on serait quand même tous à attendre qu'ils annoncent, au moins pour faire plaisir, un dessin animé dans le style Bruce Timm, comme Fatal Five et comme Gods and Monsters. Gods and Monsters, putain, mais ils font chier, hein, avec un putain de titre à la con qui s'en ressemblent tous. Donc voilà, il faudra voir, ça sort quand ? Celui-là, il n'y a pas encore de date, hein, parce que grosso modo, mais ça devrait arriver pour le printemps, parce que là, ils ont 4 films cette année. Il y a Soul of the Dragon, Justice Society, et puis tu as The Long Halloween en 2 parties. Donc généralement, c'est tous les 3 mois. J'ai très hâte de voir les designs. Donc le Justice Society, ce sera ce printemps, et on aura... Alors, en toute logique, normalement, quand ils sortent le Blu-ray, enfin le premier film, il y a toujours un sneak peek, un petit aperçu du suivant, et c'est là en général que la date exacte est annoncée, mais là, je dirais avril. Est-ce que tu veux parier de l'argent sur le fait que ce sera pas le style de Team Sale pour Long Halloween ? Oui, c'est à peu près certain. Ouais. Le style de Team Sale, non, ce sera jamais le style de Team Sale. Un peu ils ont pas un esprit assez intelligent. Non, mais en vrai, je pense que c'est d'un point de vue coût, tu vois. Quand ils commencent à développer un style, il faut qu'ils le rentabilisent en l'exploitant longtemps. Et donc là, ils vont surtout partir, tu vois, sur des dérivés de cette approche avec les contours plus épais et tout ça. Mais non, je pense que ce serait trop bien, mais les couleurs, tu vois, ça coûte pas si cher de je sais faire des filtres de couleurs. Non, mais ils ont des budgets limités quand même. Hein. C'est pour ça aussi qu'ils sont obligés de le faire en 2 parties, parce que sinon. Parce qu'ils se sont enfermés là-dedans quand même. C'est eux qui ont choisi d'avoir ce modèle de direct to DVD, enfin direct to vidéo, etc. À une époque, ils faisaient des dessins animés créatifs. Oui, non, mais après, mais c'est fantasme, je veux dire, ils ont mis les thunes pour le faire, tu vois. Oui, mais ils se sont quand même enfermés dans ce modèle de film de 1h15. Alors je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. C'est des décisions de bureau et de mecs en col avec des cravates, quoi. Pour nourrir une niche qui est même pas si nombreuse. C'est ce que j'avais dit à, je sais plus si c'était Sam Liu ou un autre, le réalisateur du film Wonder Woman de l'année dernière, il y a 2 ans. Bloodlines, de Wonder Woman Bloodlines. J'avais vu le producteur à New York et je lui avais dit, j'avais posé cette question de mais pourquoi vous faites aussi court ces films-là, c'est un peu chiant et tout ça. Et il disait vraiment que c'était Sam Liu qui m'avait répondu, ouais, c'est ça.
et qui m'avait dit que c'est vraiment déjà en fait c'est pragmatique quoi. Ils ont le budget pour faire en fait 1 heure et quart et ils dépassent pas quoi. Tu vois, Je pense qu'on pourrait tolérer un truc même plus court de 40 minutes si justement le budget était réparti sur l'animation, sur l'artistique ah et bah compagnie, clairement quoi. bah ouais, ça donnait un truc de taré bah ouais clairement Il y a bon. des courts-métrages, je sais pas si t'as vu le court-métrage Rick and Morty fait par cet animateur japonais qui était d'ailleurs imbitable à regarder, le scénario a aucun sens. Par contre, voir du Rick and Morty, justement, c'est un petit truc de 8 minutes, hein, tu vois, mais c'est fait justement par un mec qui, en 8 minutes, arrive à te faire tenir une esthétique, un univers, un propos. Franchement, moi, faites-moi des courts-métrages qui défoncent. Hein. Regarde les DC Short à une époque. Le Animal Man en DC Short, le Wonder Woman, tu sais, où c'est des meufs qui faisaient du roller et tout. Enfin, ça défonçait ce truc-là. Ouais. Un peu la Tartakovsky, franchement, les idées, elles sont là, quoi. Et je trouve que les mecs manquent d'ambition sur l'animation, mais c'est un autre débat. Ouais. Et deuxième gros point sur la partie ciné pour le moment, parce que voilà, c'est le début d'année, on commence doucement, on vous l'a dit. Walter Hamada est prolongé jusqu'à 2023 chez DC Films. Donc grosso modo, ça C'est va. bien pour lui. Bah, en vrai, mais en vrai, grosso modo, sa date, elle est assez équivoque parce que c'est quand même en 2022 que tu dois avoir le film The Flash, avec vraiment l'installation du multivers vraiment avec ce film-là, puisque c'est là-dedans qu'on doit avoir Michael Keaton qui reprend son rôle de Batman du Tim Burton verse. D'ailleurs, on fait un addendum pour les crétins qui suivent, pardon, pour les gens qui ont la naïveté de croire les clickbaiters. Évidemment qu'il n'y a pas une deuxième saga Batman en gestation à côté de Michael Keaton et de le Batman de Robert Pattinson. Il n'y a pas 3 Batman pour le cinéma, vous inquiétez pas. Ça a été mal interprété dans l'article du New Yorker. Ouais, c'est ça. Non, enfin, ce qui a été mal interprété dans cet article-là, c'est de dire qu'à la fois, on aurait la saga de Pattinson et que Michael Keaton allait repartir pour une nouvelle Non, saga mais il y a des gens Batman, qui ont quoi. cru qu'ils allaient annoncer une nouvelle saga Batman, tu vois. Moi j'ai vu passer des trucs comme moi qui disaient mais les gars vous êtes fous, vous abusez et tout. Non, mais c'est un autre Batman. Non, C'est en pas le même fait, Batman. voilà, c'est juste que par contre, ce qui est clair, c'est que ce Michael Keaton, il est un peu annoncé comme un Batman qui doit être potentiellement présent dans d'autres films, comme une sorte de Nick Fury, mais il ne doit pas avoir sa propre saga de films dédiée, Limite on quoi. sait même pas s'il sera en costume parce que vu son âge. Si, bah, ils l'ont annoncé en Batman et pas juste en Bruce Wayne. Ouais. Du coup en mode Kingdom Come avec un exosquelette ou. Oui, et d'autres disent que ce serait pour un projet Batman Beyond, mais pour moi, Batman Beyond, c'est pas juste d'avoir un Batman vieux, quoi. Ouais, puis c'est dans le futur Batman Beyond. Si c'est un Batman qui vient d'interparallèle mais qui revient dans le présent de la Justice League, ça va être compliqué. Non, mais c'est parce que tu sais, c'est la youtubeuse nulle, là, Grace Randolph, qui a dit ah oui, non, mais elle dit Batman rien. Beyond. On s'en fout, elle dit rien, elle. Mais le truc, c'est que. Elle s'est fait Non, mais le défoncer truc, c'est par qu'à partir du Catillane, moment, c'est fini, hein. à partir du moment où tu sais qu'effectivement c'est un Bruce Wayne vieux, que potentiellement oui. il peut servir de mentor à une Batgirl, alors du coup ils disent ouais, mais du coup c'est Batman Beyond, mais avec juste Batgirl. Mais pour moi, en fait, Batman Beyond, faut le futur, faut Neo Gotham, faut le cyberpunk dedans, tu vois, et faut Terry McGinnis, tu vois, c'est aussi. C'est sûr. En plus, surtout si c'est ce Batman-là, du coup, viendrait dans notre terre, enfin dans la terre, pardon, dans la terre de The Flash, terre principale, on va dire, de DC. Ouais. Parce que le cas échéant, Batman, c'est pas du tout un héros dans cette terre-là. Enfin, des gens savent pas qu'il existe ou croient que c'est un mythe, et puis ils scarifient les gens. Donc, je sais pas si Batgirl aura envie. C'est vrai qu'il y a toujours ce problème-là. Après, si on peut revoir J.K. Simmons en papa de Batgirl, moi ça me va. Hein. Mais il faudra quand même réécrire la réalité parce que. Ah oui, c'est vrai qu'il y a aussi ce truc. Genre, je suis fan de Batman. Non, mais c'est vraiment. Qui bute des gens. Non, mais voilà, grosso modo, pour l'instant, de toute façon, c'est très complexe puisqu'on ne sait rien de très précis et qu'on n'a pas envie de se fier à toutes les fausses scoops. Même eux, je pense. À mon avis, ils avancent un petit peu à vue là en ce moment. C'est un petit peu en mode genre quel film va être le succès sur lequel il faudra appuyer. Mais du coup, cette date, elle est quand même assez équivoque de se dire que si Walter Hamada arrive vraiment, entre guillemets, un peu à installer ce multivers et arrive à fédérer le public là-dessus et que donc que ça marche, j'imagine qu'il sera prolongé post-2023 là-dessus. Et ce qui nous amène aussi à l'autre fait qui est que sur ce film The Flash, on savait depuis 2016, en tout cas c'était Rick Famuyiwa. Comment tu dis ? Famuyiwa, qui avait donc confirmé que le cyborg interprété par Ray Fisher devait être dedans. On n'avait plus de nouvelles depuis, et il s'avère que dans les derniers papiers de Variety, Deadline et tout ça, le rôle de cyborg n'est plus dans ce film The Flash. On ne sait pas de quand ça date précisément, mais il y a quand même, et ça on vous l'avait déjà abordé dans le post-générique du podcast à attente de 2021, non d'ailleurs même pas dans le post-générique, on l'avait abordé dans le podcast lui-même, même pas en bonus en fait, je dis n'importe quoi. On a fait un long débat sur le sujet. Ouais, sur le fait, donc on va pas le refaire, on vous invite à écouter cette fin de podcast pour avoir un petit peu nos avis sur le cas Ray Fisher, mais grosso modo,
le fait qu'il poste sur Twitter du fait que Amada est renouvelé, il dit je ne travaillerai plus avec DC Films Warner si Amada est en place, que quelques jours après tu apprends qu'il n'est plus présent dans le film The Flash, mais que Ray Fisher s'empare de nouveau de ses réseaux sociaux pour dire ouais mais en fait moi j'ai rien fait, j'ai pas publiquement annoncé que je me cassais hein, du tout, si je suis plus dans The Flash c'est de leur faute, alors qu'une semaine avant il dit quand même je ne travaillerai plus avec Warner si Amada est en tête. C'est un casse-tête qui reste encore compliqué. Tu as quand même l'impression de voir Ray Fisher qui prend sa carrière comme ça à bout portant et qui est en train de lui tirer dessus. Mais tu sais, c'est intéressant. Dans le trajet qui m'a mené vers cet appartement dans lequel nous enregistrons le podcast aujourd'hui, je lisais un contre-papier sur une actrice slash mannequin qui s'appelle Emily Ratajkowski, je crois, où elle expliquait un petit peu comment, au cours de sa carrière, elle avait vu son image être. Enfin, elle avait été dépossédée de son image par les artistes et les hommes avec lesquels elle travaillait. Et il y avait un contre-papier, une tribune qui disait c'est effectivement intéressant, mais le problème c'est que ça ne dit rien par rapport à la condition plus globale qui pourrait encadrer son cas à elle. Je vous laisserai peut-être éventuellement découvrir ce papier-là vous-même sur Google, mais moi, comme on l'a dit, je trouve que justement, Ray Fisher, le problème qu'il a, c'est qu'il voit les choses de manière individuelle, alors qu'il veut combattre une situation qui est plus globale, qui est effectivement le traitement des acteurs à Hollywood et le fait que les réalisateurs ou les comédiens sous contrat soient obligés de céder à des commandes de studio. Et on voit bien avec le DCEU que c'était compliqué, comme l'avait déjà évoqué d'ailleurs Margot Robbie aussi, par rapport à son costume sur Harley Quinn, par rapport à la façon dont justement le tournage s'était passé avec David Ayer, et même David Ayer lui-même vis-à-vis de ce que lui avait imposé Warner Bros, parce que je sais que tout le monde aime bien taper sur David Ayer, mais c'est aussi une victime, c'est triste à dire, mais c'est pas forcément le couteau le plus affûté du tiroir, mais ça veut pas dire forcément que le mec a pas été entre guillemets victime d'un patron hyper carcéral et hyper castrateur. Donc voilà, moi je trouve que la situation du DCEU en général, maintenant on peut dire DCEU parce qu'ils ont embrassé ce nom-là, révèle plein de choses sur l'industrie. Je pense à la limite que justement ils ont été incroyablement malins en cédant pour la Snyder Cut, parce que du coup ils se donnent une bonne image et on cherche un petit peu maintenant qui est le méchant. C'est-à-dire que alors, ça a été Joss Whedon, après maintenant apparemment c'est Walter Hamada et Geoff Jones aussi, curieusement. Je pense pas que Geoff Jones ait eu le moindre pouvoir éditorial sur l'édition de Warner Bros. Et John Berg, après le problème c'est qu'a priori c'est Joss Whedon qui s'est mal comporté, sachant que, on l'a déjà dit aussi, on ne sait pas qu'est-ce qu'on entend par ce mal, on ne sait pas est-ce que ça relève du pénal. Ouais, mais le truc c'est qu'on sait pas si c'est juste un connard, parce qu'il y a plein de réalisateurs qui se comportent comme des connards et c'est pas bien, mais en soi ça ne relève pas du pénal ni de voilà d'un fait qui peut réellement être soumis à procédure judiciaire, et vu qu'il ne dit pas ce que c'est, on est censé le croire, mais moi je dirais, enfin je sais pas vraiment, encore une fois, on va pas refaire le débat, mais c'est pas l'envie qui me manque de brûler Joss Whedon en place publique. Quelque part, moi, le mec m'est très antipathique et effectivement, c'est pas le seul à dire que c'était un connard. Mais je suis quand même obligé de penser que Ray Fisher, c'est un jeune acteur qui peut-être n'a pas encore la bouteille pour supporter qu'en fait des réalisateurs puissent mal se comporter. Peut-être qu'il était très proche de Zack Snyder et qu'en fait l'esprit familial qu'avait développé Snyder sur le tournage se passait tellement bien que la rupture a été violente. Par contre, je pense sincèrement, c'est que mon avis, que Geoff Jones n'est pas le méchant de l'histoire. Le truc, c'est que voilà, par rapport à Joss Whedon qui serait vraiment celui qui a mal agi, le truc, c'est que John Berg, Geoff Jones et Tsujihara et par extension Hamada, parce qu'il était producteur, machin, enfin tu vois, le truc, ce qui rapporte tout, tu vois, c'est que tout le monde en fait était complice, quoi. Ils ont ils ont laissé faire, et c'est pour ça qu'ils doivent aussi rendre compte de là-dessus sur le principe, il n'y a pas de souci, mais pareil, on ne sait pas dans quelle mesure est-ce qu'ils ont permis ou laissé faire des choses, est-ce qu'ils étaient réellement au courant de ce dont Fisher parle. Ce qu'on sait, c'est que c'est le vrai grand méchant, en fait, le vrai boss de fin, c'est Kevin Tsujihara. Oui, ça a été rapporté par Variety, qui, quand il a enfin démissionné après son son scandale sexuel par rapport à la maîtresse, ou le fait qu'ils avaient abusé d'une actrice à une époque avec un autre producteur, c'est une affaire assez sordide et c'est vraiment triste de se dire que malheureusement le bon... Mais c'est vrai que c'est Tsujihara qui a demandé à avoir un cut sous les 2 heures de Justice League. Le problème, c'est que Tsujihara a été viré, que Warner a été racheté, et que même John Berg, entre guillemets, n'était pratiquement plus en pouvoir au moment où... De toute façon, il a été mis de côté, et Geoff Jones aussi, quelque part. Donc le problème, c'est que voilà, on manque de méchants en fait dans cette affaire. Parce que Whedon, moi, tant qu'il a pas sorti un N-word ou qu'il a effectivement pas mis une tarte dans la gueule à quelqu'un sur le tournage, un réal qui est caractériel ou qui est chiant, tant qu'il n'est pas dans le harcèlement moral caractérisé, ou tant qu'il n'est pas vraiment dans la violence physique ou verbale, ou même simplement voilà le vrai méchant enfoiré qui est volontairement méchant,
On sait que Joss Whedon c'est un caractère, on sait que il a un burn-out créatif comme on l'a déjà dit, et évidemment qu'il en avait rien à foutre de ce film qu'il a fait pour la thune et parce que c'était un projet quasiment fini, et qu'on a bien vu que entre guillemets il s'est déjà sabré tout seul en sortant un film qui n'a pas marché. J'ai envie de dire que sa punition à lui, c'est déjà d'être un raté à Hollywood depuis 5 ans, qui doit assumer le monstre Marvel Studios qu'il a contribué à créer et qui après l'a mis dehors, et qui doit assumer d'avoir été le pantin dans Justice League qui a fait les basses besognes, grosso modo, qui a sorti la merde pour le compte de studio. Qui Voilà. a vraiment fait... Après, tu sais, il est quand même venu avec son script de 80 voilà, pages pour tout réécrire. C'est pour ça, voilà, moi je bon, veux surtout pas défendre Joss Whedon qui effectivement aurait pu avoir la solidarité vis-à-vis de Zack Snyder de pas corroborer ça. Et là par contre, c'est vrai que Fisher a raison sur un truc, c'est que tout le monde est plus ou moins complice. Parce que tout le monde a travaillé avec Snyder pendant des années. Et quand le jour où le mec s'est barré, ils lui ont mis un couteau dans le dos de la taille d'un cimetière, tu vois. Puis il y a un vrai truc aussi sur, et je pense, mais par contre c'est un cas plus général et on l'a déjà évoqué aussi, le fait que effectivement son personnage de Cyborg soit celui qui soit le plus passé à la trappe par ses réécritures. Ouais. Là il y a clairement un motif d'énervement qui est légitime, et à voir si effectivement voir une inquiétude de racisme éventuel. Ouais, mais comme ce que disait John Boyega sur Star Wars, sur son rôle dans Star Wars, et là effectivement si Whedon s'est permis de faire des remarques racistes et tout ça, c'est clairement quelque chose qui doit être mis en cause, quoi. Le problème, encore une fois, de Ray Fisher, c'est qu'il ne dit pas concrètement ce qui s'est passé, et ce qui est énervant, c'est que je suis désolé, mais dans les autres affaires de ce genre-là, en général, les personnes qui s'expriment, elles s'expriment clairement, elles disent les choses, et il n'y a pas de NDA ou je sais pas quoi qui tient, parce qu'en général, quand les gens sont réellement coupables de ces actions-là, les victimes, quand elles en témoignent, en général, elles sont protégées de par leur parole de victime. Si... Ouais, pas toujours, enfin, c'est pas aussi mais je pense que là-dessus il y aurait pas de souci, tu vois, enfin je pense pas, enfin je sais. Enfin, honnêtement, j'ai du mal à me le dire. Après, effectivement, oui, je pense qu'à Hollywood, en tout cas, qui est quand même. Chez DC récemment, quand il y a eu des affaires de harcèlement, les gens qui se sont exprimés n'ont jamais été inquiétés, et les personnes qui ont été ensuite enquêtées, machin, à minima, ont été dégagées. Est-ce que tu entends souvent parler, à part la tribune de Boyega, d'acteurs noirs qui en fait se plaignent du système hypocrite de Hollywood, qui engage des acteurs et des actrices noires pour avoir des quotas? C'est triste à dire, mais malheureusement, c'est comme ça que les studios réfléchissent quand ils créent des franchises qui justement essaient de parler à tout le monde, au lieu en fait vraiment de proposer à ces acteurs et actrices là des rôles vraiment qui sont plus évolués, plus travaillés, comme le cas de Finn dans Star Wars 9, on l'a déjà dit, qui a été largement coupé au montage au niveau de son arc de Force Sensitive, ou de Ray Fisher dans Justice League, où c'est quand même celui qui a pris le plus cher. Mine de rien, moi j'entends quand même peu d'acteurs et d'actrices qui s'expriment là-dessus, parce que je pense qu'il y a peu de rôles attribués aussi. Il y a peu de rôles attribués, et puis quelque part, Hollywood étant un système vraiment de dominance où il y a un rapport de pouvoir qui est vraiment très injuste pour les comédiens et les comédiennes, à mon avis, ceux qui sont victimes de racisme n'osent pas le dire avant d'avoir assez de bouteilles ou d'expérience ou un nom qui résonne suffisamment fort pour pouvoir le dire. Le Hollywood est devenu très sensible à cette question. Je sais pas quand même. Hein. Tu vois, même il a fallu attendre que Joaquin Phoenix en parle dans ses des Oscars qui a mis tout le monde mal à l'aise. Où t'avais des mecs qui lui disaient, mais toi t'es blanc, d'où tu parles de racisme déjà? Parce que justement, lui il disait, mais moi j'ai eu la chance en tant qu'acteur blanc d'être privilégié et compagnie. Et mine de rien, les prises de parole sur le sujet mettent encore les gens mal à l'aise, les gens ont encore du mal un petit peu à entendre ça, parce que Hollywood se donne bonne conscience justement. Le truc, tu vois, c'est qu'il a dit comportement gross et inacceptable. Il a jamais parlé, il a jamais dit le mot racisme. C'est pour ça qu'effectivement, ce serait bien qu'il ait lui une tribune plus large pour témoigner de son expérience. Et pourtant, il a eu des interviews. Et puis je pense pas que Joss Whedon puisse lui nuire. En fait, c'est ça le problème. C'est s'il avait justement voulu attaquer Joss Whedon aurait rien pu faire contre lui. Le truc, c'est qu'il est en fin de carrière, Joss Whedon, il s'est flingué tout seul. Mais là, il s'en prend du coup à Warner. Enfin, il dit, je bosserai pas avec Warner si Amada est là, mais Amada, il est prolongé jusqu'à 2023. Alors que paradoxalement, à côté de ça, Gal Gadot, ça la dérange pas du tout de dire oui, il y aura Wonder Woman 3, évidemment que je serai dedans. Jason Momoa, lui, évidemment, il va pas renoncer à Aquaman tout de suite. Donc le problème, c'est qu'il fait un peu cavalier seul avec Zack Snyder. Et pourtant, Zack Snyder lui-même va continuer à bosser avec Warner Bros. Et pourtant, Jason Momoa a soutenu, et Gal Gadot aussi ont soutenu Ray Fisher quand même à plusieurs instances. Après, mais regarde Batfleck qui revient pour The Flash, pour faire la transition, tu vois. Mine de rien, justement, c'est là que je te dis, à mon avis, il manque de bouteille, et il réagit un petit peu de manière véhémente, parce que les autres actrices qui sont dans ce cas de figure-là, qui ont été aussi floués par Warner Bros., ils acceptent le contrat, quoi, tu vois. Ouais. Et le truc, par contre, c'est qu'il raconte aussi, a priori, il dit que voilà, Joss Whedon s'est barré à cause de ça, et que Geoff Johns allait suivre.
et ça a été démenti immédiatement par les médias et par Warner, qui disent aussi que l'enquête, parce qu'effectivement, ils ont quand même pris ces déclarations a priori au sérieux. Il y a une enquête qui a été menée par un tribunal, enfin par un cabinet extérieur à Warner. 80 personnes ont été interrogées. Il y a 80 personnes qui ont été interrogées. Alors, bien sûr, je ne sais pas ce que veut Ray Fisher, ce qu'il attend, ce qu'il veut qu'il y ait un départ de Walter Hamada, mais à partir du moment, et moi je veux bien croire qu'un gros studio, c'est David contre Goliath, que le gros studio ne veut pas plier les chines et ne veut rien admettre ou je sais pas quoi. Ouais, alors, mais après, tu as une enquête qui a été faite. Je te coupe une seconde, mais pour le coup, faire sauter Geoff Jones, c'est très facile pour Warner Bros. Hein. À mon avis, le mec, c'est qu'un consultant ou un scénariste consultant. Non, mais c'est pas Jones, a priori, la cible. Il y a d'autres plumes de comics qui pourraient justement, s'ils voulaient faire sauter un fusible pour dire, regardez, on a fait un truc, on a pris des conséquences et compagnie, c'est très facile. Et même Joss Whedon, ils ont pas dit publiquement, on a viré Joss Whedon parce que, par rapport à son projet de série sur HBO, The Nevers, ils ont jamais, eux, publiquement dit que c'était à cause de ça. Ils veulent tout garder en interne. C'est peut-être ça qui frustre justement Fisher, c'est que finalement c'est un petit peu comme le grand débat national, tu vois, on a pris des cahiers de doléances mais ils seront jamais rendus publics et puis démerdez-vous. Et d'où la frustration, mais à mon avis, s'ils voulaient justement dire regardez, on a fait un truc, Geoff Jones, c'est facile de le virer, hein. Il représente rien à Hollywood. Ah bah quand même. Hein. Non mais pour nous, c'est un daron. Mais je veux dire. Mais non, mais je veux dire, il est producteur sur plein de séries, sur Titan, sur Doom Patrol, sur Stargirl, il est showrunner. Il a quand même. Producteur exécutif. Enfin, c'est pas, il a pas des billes dedans. Enfin, tu vois, showrunner sur Stargirl. C'est pas un millionnaire. Il a pas un studio énorme. C'est facile de le faire disparaître, tu vois, ou de le placardiser. Franchement, ils peuvent engager Mark Millar demain pour faire le pantin pour DC Comics. À mon avis, il serait ravi, tu vois. Je suis beaucoup moins assuré que toi sur ce sujet. Tu surestimes vraiment l'importance des auteurs de comics dans le processus créatif. C'est plus qu'un auteur de comics là-dedans maintenant. C'est plus c'est un producteur. Pour moi, c'est pas du tout le Kevin Feige que Warner Bros. Il scénarise des films. C'est pas une figure publique. Personne ne connaît Geoff Jones. Bah ouais, mais nous aussi, mais les lois en public, tu vas dans la rue, tu dis à Kevin Feige, tu vois, casquette. Oui, mais parce que parce qu'il y a pas d'équivalent à Kevin Feige chez DC, c'est bien ça le truc, tu vois. Walter Hamada. Bah oui mais non. Il présente ses films qui supervisent toute la ligne, tu vois. Oui, mais attends, il la supervise pas depuis le début, et là il est en train surtout d'essayer de mettre une rustine qui s'appelle multivers, tu vois. Donc c'est pour ça que lui est invirable. Ce que je te dis, c'est que Walter Hamada justement n'est pas virable, alors que Geoff Jones, ce que je veux dire, c'est que symboliquement, il pourrait s'en débarrasser dans l'absolu. Mais ils ne le font pas parce que je pense sincèrement que, à mon avis, alors soit effectivement l'enquête est accablante, et dans ce cas-là, en fait, elle révèle des gestions de production qui concernent des gens trop placés pour être virés. Ça, c'est possible. Par contre, sur le cas de Joss Whedon, il faudrait vraiment que je sais pas, le New York Times, le Washington Post propose à Ray Fisher de signer une longue tribune, comme Amber Heard l'avait fait par rapport à Johnny Depp, tu vois, où justement, sous couvert de la tribune journalistique qui permet de créer un précédent et que après t'as des fans qui te soutiennent et un lectorat plus large que tu trouves en dehors de Twitter qui pourrait t'aider, que vraiment il raconte précisément ce qui s'est passé. Parce que par exemple, Gal Gadot, c'est pareil, elle a dit on a eu des accrochages, elle a jamais dit en quoi, tu vois. Elle a pas dit il voulait me filmer le cul, j'ai refusé, tu vois. Elle a pas dit il voulait que je sais pas, j'embrasse Bruce Wayne, j'ai refusé parce que je veux pas qu'on fasse un chose comme ça. C'est jamais précisément dit, tu vois. Et le problème, c'est que du coup, t'es obligé, effectivement, c'est parole contre parole. Et quelque part, le problème, c'est que la parole de Ray Fisher, elle s'oppose au fait que les autres sont prêts à recollaborer avec Warner Bros. Du coup, ça veut dire que ce qui s'est passé n'était pas assez choquant. Enfin, Ben Affleck, c'est un mec qui est engagé, par exemple, sur plein de sujets. Je pense que s'il y avait eu un N-word qui s'était balayé sur le plateau, Ben Affleck, il l'aurait dit. C'est pas un mec que tu peux terminer comme ça. C'est un producteur vraiment installé et tout. À mon avis, il l'aurait dit en micro. Si justement, s'ils font Unite the Seven contre le truc, ils pourraient effectivement avoir bien sûr. Truc, ouais. Et c'est vrai que entre témoigner et juste dire ouais, faut que ces conneries ça suffit sur Instagram, ça a pas le même poids, quoi. Donc voilà, enfin tout ça pour dire que cette affaire, elle est pas encore terminée. Alors on n'y reviendra pas aussi souvent et aussi longuement à chaque émission, parce que sinon ça va être un peu lassant pour tout le monde. Mais du coup, je suis assez curieux de voir. Il y a une signature des CEU dans nos podcasts en général. Donc. Oui. Mais après, le truc, c'est que tu vois, The Flash, ça va partir en tournage ce printemps, donc on verra bien si vraiment Ray Fisher n'y figure pas et si c'est définitivement la fin pour son cyborg ou pas, puisque certains nous disent que au final tout va se réarranger, tout ça. Donc on verra bien. J'en suis personnellement pas du tout persuadé, mais ce sera certainement un petit truc à suivre en 2021, et notamment voir ce que la sortie de la Snyder Cut va peut-être avoir aussi un écho là-dedans, puisqu'on sait que là-dedans son rôle il sera plus important. À voir si ça va créer justement un nouveau fandom autour de lui. Ouais, je sais pas. Non, ou sans fandom, un mouvement de soutien, ou alors qu'il va profiter de cette nouvelle attention pour en dire plus. Non, par contre, c'est certain qu'il va profiter de l'attention pour engrainer, on va dire. Mais moi, c'est vraiment l'accueil de la Snyder Cut. Je me demande comment Warner Bros va communiquer autour.
Ouais, sachant que tu sais que j'ai vu passer sur un vieux site qu'a priori, enfin, alors du coup, je l'ai pas du tout traité en news. Une scène post-générique. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. C'est qu'a priori, il le sortira en Blu-ray, que tu auras un Blu-ray qui a été annoncé pour le Snyder Cut en mars aussi, ce qui me paraît complètement inconcevable vu que c'est censé être une exclusivité HBO Max. Enfin, tu sais, maintenant les films qui sortent au ciné sortent sur HBO Max. Je pense que les mecs ont rien compris à la vie, mais. Oui, mais je veux dire que si ça sort au mois de mars sur HBO Max, ça peut pas non plus sortir en Blu-ray. Il y a des complétistes, tu sais, qui t'a rentabilisé, ça leur a quand même coûté très cher. Non, mais pas le même mois. Il faut d'abord pousser à s'abonner, à payer au moins un mois d'abonnement. I know, mais je sais pas quoi te dire. La stratégie de Warner Bros, de Warner Media en général par rapport au format, je comprends plus, donc j'arrête de me poser des questions. Allez, ce sera la conclusion de ce podcast. On espère que ça vous a plu. Voilà, c'est une bonne petite heure et demie pour bien démarrer tranquillement l'année en actualité avec des comics et des adaptations. La formule, c'est front page, ça va pas changer tout de suite pour le moment. On ne relaunch pas encore. On vous rappelle l'importance des partages pour faire vivre nos émissions et faire découvrir le podcast. On vous rappelle que le grand plan d'ensemble, c'est que les comics deviennent moins chers à terme. Donc voilà, c'est l'objectif de ce podcast. Donc on mettra aussi une news sur Tipeee pour que vous puissiez commenter en réaction à différents sujets si ça vous dit. La prononciation alsacienne de Arnaud. Exactement. C'était le fil rouge de ce podcast. Effectivement. Donc n'hésitez pas aussi à que vous pouvez nous faire un petit coucou là-bas et nous soutenir si vous le pouvez. Et en tout cas, merci de nous avoir écoutés jusque-là. Et on se dit très bientôt pour les prochains podcasts. Salut.